Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 440 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, la suite de nos bilans avec les Milwaukee Bucks. Bilan des Bucks de la saison 25-2025 des Bucks avec Tom de Dunk Hebdo. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan 2025 avec cette fois-ci les Milwaukee Bucks. Et pour parler des Bucks, une équipe qui est à l'Est, on va prendre quelqu'un qui vient nous aider, qui est fan d'une équipe qui techniquement est à l'Ouest, mais en fait est tout aussi à l'Est que Milwaukee, je crois. C'est Tom, comment ça va Tom ? Ça va très bien. Et toi Guillaume ? En forme ? Bah ça va, mais je crois que c'est ça, c'est Memphis qui est techniquement à l'Ouest, mais très très à l'Est géographiquement. Géographiquement, ouais. Effectivement. Alors, effectivement, on en avait déjà parlé dans un live et ça avait surpris tout le monde qu'effectivement, si jamais il y a une expansion justement NBA avec deux équipes qui arrivent à l'Ouest, il y aurait qu'une seule équipe qui basculerait de l'autre côté pour respecter justement le fameux 16-16. Oui. Et voilà, ça va se jouer entre Memphis, Minnesota qui est beaucoup plus haut et les Pelicans, les New Orleans. Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça où Memphis est même plus à l'Est que certaines franchises qui sont techniquement à l'Est. Techniquement à l'Est, exactement. Exactement. Je me demande si tout ce qui est Détroit, Indiana, Chicago notamment sont pas un peu limites aussi. C'est à côté, ouais. Ouais, on est à peu près sur le même méridien. Bref, comment ça va Tom ? Écoute, en forme, on profite des derniers instants de l'été. C'est le calme plat au niveau de la NBA, mais en tout cas, nous on est là pour avoir notre rétrospective de la saison et de repartir sur ces Bucks qu'on avait déjà fait ensemble l'an dernier. C'est vrai. Donc Tom, fan de Memphis, que vous connaissez, de Cellule Grise d'ailleurs, le podcast sur Memphis, et Tom surtout de Dunk Hebdo, bien entendu, que vous connaissez bien sûr de là-bas, en long, en large, en travers, même si, on le répète, mais la fin se rapproche pour toi dans ce projet-ci. Toujours aussi nostalgique, mais toujours aussi fier du travail accompli, je suppose. Oui, toujours, écoute, moi mon temps est fini, je pense que j'ai donné ce que j'avais à donner, j'ai apporté ce que j'avais apporté entre guillemets à la communauté NBA française, et puis c'est le moment aussi pour moi de passer le flambeau à ceux qui arrivent. C'est quoi ton héritage ? Est-ce que ce sera pas d'avoir démocratisé guard, alors que techniquement on dit garde normalement, mais beaucoup de monde dit guard grâce à toi. Alors, je pense guard, je pense aussi la notion, sur les aspects CBA. Oui, non mais je plaisantais, Tom, attends. Oui, le guard play, le fameux guard play. J'étais pas premier degré quand je dis que c'est ça ton héritage tout de même. Mais bon bref, Dunk Hebdo d'ailleurs un peu l'actu actuellement du mois d'août. Bah tu vois, on parlait justement de s'il y avait une expansion. Ben là en ce moment on est sur des podcasts liés aux expansions. Donc on va essayer de faire ça en deux parties. Une première partie sur la sélection des joueurs qui seraient potentiellement éligibles, que les équipes ne protégeraient pas, et la seconde partie sur une draft en elle-même. Oui, toujours très fun, ça pareil. Tout le monde attend un peu l'officialisation pour jouer à ce jeu de la Expansion Draft. Je crois qu'on l'avait fait à l'époque de l'écho des parquets. Ouais, on l'avait fait et j'étais dans l'épisode. Alors c'était une fantasy draft, c'était pas pareil, c'était une fantasy draft. Ah oui, c'est vrai. On avait réduit la NBA à 9 équipes, mais je crois que, alors moi j'étais pas, mais Nico l'avait fait avec Anthony Dubourg à l'époque, une expansion draft. Effectivement, ça avait en plus, ça avait fait deux parties, ça avait duré au moins 3h20, un truc comme ça. Ouais, 3 ou 4 heures, ouais. Effectivement. Bon, voilà. Mais après, c'est la patte Nico. Mais qu'il m'a transmise, je vais pas me cacher, il me l'a transmis aussi. Donc, les bilans 2025, cette fois-ci, les Milwaukee Bucks, avec, donc nos bilans, on fait bilan équipe par équipe, bien entendu, à travers notre format des 10 stats de la saison, des stats intéressantes ou des stats prétextes pour parler de jeu. Et oui, surprise, on n'est pas sur Excel, on parle de jeu et de joueurs et de collectifs, bien entendu. Je peux te lancer directement, tu connais bien le format. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces Milwaukee Bucks 2025? Alors, ma première stat, c'est 50%. C'est le nombre de trophées, le nombre de trophées collectifs disponibles remportés par les Bucks cette saison. Et oui, le Thunder n'est pas la seule équipe à avoir levé une bannière cette saison, puisque oui, les Bucks ont levé une bannière pour cette formidable Emirates Cup. Contre le Thunder d'ailleurs. Dans un match qui a été un peu un upset, mais qui a montré un peu, je sais pas si tu te souviens du match un peu. Moi, je l'avais décortiqué il y a quelques jours là sur YouTube. Oui. Mais c'était vraiment le côté, voilà comment battre OKC, aider à l'intérieur, laisser les 3 points et espérer qu'ils les mettent pas quoi. Et c'est un peu ce qu'on a vu en playoff aussi quoi. C'est ça. Espérer qu'ils les mettent pas.
être hyper physique et d'un autre côté tout entrer, puisque voilà, c'est une prestation où les Bucks ont quand même réussi à maintenir le Thunder sous les 81 points, et c'est surtout vraiment deuxième mi-temps, voire même le quatrième quart-temps que voilà, le OKC ne mettait plus rien dedans et les Bucks pouvaient en profiter pour justement passer en force, quoi. Et pourquoi pour moi j'ai choisi cette stat là, parce que c'est une équipe qui est partie très mal cette saison avec tu vois, un départ en 2-8 où il y avait déjà pas mal de questions sur l'équipe. Il y avait déjà des questions par rapport à l'intersaison, notamment sur le retour de Brook Lopez, le contrat qui avait été donné à Chris Middleton, ou du moins le retour de Chris Middleton également, son passage en sortie de banc et tout ça. Et il y avait pas mal de doutes sur cette équipe qui était aussi remplie de joueurs au minimum et de paris. Et après un départ cataclysmique, ils ont réussi à trouver les ressources pour faire un beau parcours dans la NBA Cup, et justement c'était un moment de se lancer dans leur saison, et je trouve que c'est quelque chose d'important dans leur saison d'avoir gagné cette NBA Cup. C'était aussi la patte et l'expertise d'Arvin Ham, sans doute aussi le seul double champion de ah non, il y a Taurean Prince aussi, je crois, oui. Qui était avec lui aux Lakers à l'époque et maintenant qui est aux Bucks. Oui, non, mais c'est vrai que c'était un peu pour le coup c'était un match marquant de la saison, mine de rien, tu vois, je parle de ça, mais non pas pour diminuer leur performance qui avait été très bonne, et encore une fois je l'ai décortiqué dernièrement sur YouTube d'un point de vue tactique, et je sais que oui, il y avait des trucs très bien dans ce match-là. À quel point c'est pas aussi, ça montrait pas aussi l'aspect du Thunder où le plan pour les battre est finalement assez simple. Ça veut pas dire qu'il marche à chaque fois, mais le plan est assez simple. On fait ça et on espère que toi tu mets pas tes tirs. Ouais. Je pense qu'il y avait aussi un truc là-dessus, mais je te rejoins sur le côté où ça démarrait très mal la saison. Donc ce titre, entre guillemets titre, je sais pas à quel point on y donne de l'importance. Il y a une bannière. Il y a une bannière. C'est vrai, ils ont mis une bannière. Mais oui, il y a une bannière au plafond. Est-ce que la bannière est sponsorisée par Pitch? Non. Et Crédit Agricole pour la Coupe de la Ligue de la NBA. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je te rejoins sur l'aspect de le début de saison était pas top, donc cette victoire et ce côté bon parcours était intéressant, mais surtout on sortait d'un mauvais début de saison et dans la continuité d'une saison 2024 qui avait également été un peu décevante côté Bucks, avec une mauvaise saison de Lillard en 24, pas cette année mais en 24. Collectivement c'était pas top non plus, élimination contre les Giannis qui manque les playoffs aussi. Voilà, blessure de Giannis encore une fois en playoff, élimination très tôt, etc. Donc ouais, effectivement, mais après je sais pas quelle importance doit-on donner à ce titre-là. Je me pose vraiment la question, et je sais même pas si au sein de la ligue c'est encore un truc, mais peut-être parce que c'est nouveau, tu vois, et que peut-être qu'à terme on en parlera différemment. Je sais pas trop. En tout cas, visiblement, il faut être champion NBA pour remporter la NBA Cup. Oui, c'est vrai. Mais au final, c'est de suite. Tu vois, les Lakers sont champions en 2020, ils gagnent la première NBA Cup. Les Bucks sont champions en 2021, ils gagnent la deuxième NBA Cup. Attention aux Warriors l'an prochain. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Tiens, alors je peux donner ma première stat du jour, pardon, si tu veux bien. Plus 2,1. Je pense que tu sais ce que c'est, plus 2,1. Surtout que j'aime bien commencer un peu toujours par des stats collectives. Le NR. C'est le net rating, exactement. Le net rating, donc le différentiel attaque-défense, qui est l'indicateur préféré pour évaluer le niveau d'une équipe, parce que c'est le but du basket. Différentiel attaque-défense, offensive rating, defensive rating, et plus 2 par 100 possessions. Finalement, le chiffre brut est assez banal. C'est une équipe qui est bonne, mais c'est assez banal. C'est même 12e cette saison en NBA, et plus que ça. Moi, j'ai aussi pris un peu ce bilan des Bucks 2025, mais également par le prisme d'un bilan plus global. Tu vois, c'est notamment le plus petit net rating, le plus petit score, plus petit niveau d'équipe, on pourrait dire, pour Giannis, pour le cycle Giannis depuis l'explosion en 2019 avec l'arrivée de Bud. Était 18, mais donc pour saison 19, et c'est le plus petit total, le plus petit niveau d'équipe, on peut dire, pour ce cycle Giannis MVP ou l'NBA First Team. Et c'est vrai que pour le coup, c'est d'autant plus décevant, je pense, de faire ça avec un Giannis qui est encore largement top 5 ou top 3 NBA. Ça dépend de comment vos sensibilités. Et plus un Lillard qui a été bien meilleur que l'an passé. Clairement. Donc, en fait, non seulement c'est décevant par rapport à ça, où t'as deux mecs qui sont géniaux, mais c'est aussi ça montre aussi à quel point, je sais pas quel est ton avis, mais à quel point le coaching n'a peut-être pas été top, mais aussi surtout la construction d'effectifs était largement imparfaite, et j'utilise sans doute l'euphémisme de l'année, dans le sens où t'as deux joueurs géniaux. On n'a pas eu encore la combinaison entre les deux comme on l'aurait souhaité au moment du trade, mais tout de même deux joueurs géniaux, et pourtant le rendu global est assez décevant, donc ça en dit long sur tout le reste presque.
Bah en fait, tu sais à quoi elle me fait penser cette équipe des Bucks. Je sais pas si tu vois l'espèce d'image qui tourne sur les réseaux sociaux avec par exemple un début de cheval avec une tête Oui. parfaite et puis l'arrière. Ouais. Mais c'est exactement ça avec cette équipe des Bucks. C'est vraiment le côté top heavy, mais vraiment de loin avec on peut potentiellement le dire un joueur, voilà, comme tu l'as dit, dans le top 5 assez nettement de la ligue et un autre assez nettement dans le top 20 globalement, hein, pour Damian Lillard pour la saison qu'il a pondu l'an dernier. Et c'est vrai que c'est un peu décevant et on avait vraiment cette équipe déséquilibrée sur un déséquilibre, sauf que ça changeait de ce qu'on avait pu avoir, tu vois, où on avait avant les Bucks, une équipe qui était très défensive et qui mettait des points, et puis qui est devenue une équipe offensive qui doit essayer de se maintenir entre guillemets à la moyenne, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, tu vois, cette saison, en petit net rating mais avec une grosse attaque et beaucoup d'adresses à 3 points. On en reportera peut-être un petit peu plus tout à l'heure quand on décortiquera ce qu'ils ont fait un peu au niveau du jeu, et une défense qui devait faire les minima, quoi, une défense qui devait faire les minima pour voilà, être dans le top 15. Donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire, sauf que quand tu le dis très bien, hein, quand tu es 15e de la ligue, tu es à la moitié, mais quand il reste que les meilleures équipes, bah tu fais partie des pires, quoi. Ah oui. Oui, le fameux, ce que j'en parle souvent, le côté 15e net rating d'NBA, c'est bien, t'es dans la moyenne, mais quand il y a plus que 16 équipes en playoff, bah t'es avant-dernier, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'il y a un peu une caricature en raccourci, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Mais comme tu dis, le shift, un peu parlons français, le changement un peu d'équipe, de physionomie d'équipe est assez notable aussi, puisque ce plus 2 à peine, plus 2 de par 100 possessions, qui est assez banal, ils le font en étant 7e attaque et 16e défense. Et mine de rien, tu vois, on peut se dire, bon, c'est un peu le pari qui a été pris au moment du trade, puisque de 7e attaque et 16e défense, c'est le nouveau Milwaukee. À l'époque, on avait un Milwaukee, et sans remonter jusqu'à Bud, Bud les premières années élite, où ils étaient la meilleure équipe de NBA ou pas loin en termes de net rating, etc. Mais même en 2023, donc il y a 2 ans, juste avant le trade, ils étaient 13e attaque, beaucoup plus moyen en attaque, mais 4e défense encore. Et donc, on peut dire, bon, bah, finalement, t'as juste fait un pari et au final, c'est, voilà, tu sais que t'allais te perdre en défense, mais te renforcer en attaque. Donc, ça se vaut. En l'occurrence, ça se vaut pas trop quand tu vas gratter un peu plus, puisque au-delà des classements, c'est aussi à quel point est-ce que t'es bon en attaque ou en défense. Notamment à l'époque, donc en 2023, attaque moyenne et défense d'élite, ils étaient à plus 4,5 de net rating en chiffre brut. Et le fait est que on ne peut faire que ce constat des 2 ans de Lillard, où une année il a été moins bon l'an passé et là il a été meilleur, mais globalement ce pari a-t-il été payant? J'ai pas l'impression, puisque tu as finalement une attaque qui est meilleure et une défense qui est moins bonne, mais en termes de proportion, t'as un net rating, un différentiel attaque-défense, un niveau de jeu qui est entre guillemets 2 fois moins bon que l'itération grosse défense et attaque plus moyenne. Donc sur le côté chiffre brut, on voit bien à quel point ça a pas tenu. Peut-être aussi que on parlera de la défense aussi plus en détail, hein, donc ne partons pas là-dessus de suite, mais tout de même, je pense que le déclin défensif est venu plus vite que ce qu'on espérait, peut-être, je sais pas, en un sens, ou en tout cas l'attaque est devenue très bonne, mais de l'autre côté, pour moi, tu vois, peut-être pas assez bonne. Et c'est peut-être là aussi où on a une frustration. La défense, qu'elle devienne moins bonne avec Sanj Holiday et avec un Brook Lopez de 38 plutôt que 36 ans, ok. Mais c'est vrai que j'aurais plutôt imaginé cette forme d'équipe avec une attaque première ou deuxième qui aurait pu largement porter. Là, ça n'a pas été le cas. Et donc, c'est aussi là la frustration un peu du duo Giannis Lillard qui a jamais été totalement exploité, peut-être. Ça aurait peut-être été le cas s'il n'y avait pas eu un remplacement à la deadline d'un joueur contre un autre. Oui, attends. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Kuzma. Je crois que t'étais en train de parler de Adrian Griffin de l'an passé au niveau des coachs, mais. Ah non. Mais non. Non, mais voilà, c'est de ce point de vue-là, tu savais que t'allais être moins bon. Oui. Mais peut-être que tu espérais être meilleur en attaque et finalement on n'a pas gratté assez en attaque. C'est un peu le propos principal. Mais donc je peux te lancer, allons plus en détail, je peux te lancer, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Bucks 2025? Alors, moi, ça va être, c'est même pas une stat au global, c'est plusieurs stats en elles-mêmes, et ça concerne l'aspect MISC, tu vois les statistiques, les actions diverses sur NBA. Miscellaneous, ils disent, je crois, en anglais. Hein. Exactement. Ouais. Ce qui est pas classé. Et en fait, moi, j'aime bien regarder cette partie-là, tout simplement parce que il y a énormément de choses qui sont liées à ce fameux playmaking offensif
et défensif. Sur les 4 facteurs, donc on a les points après perte de balle, les secondes chances, les points en contre-attaque et les points dans la raquette. Les Bucks sont dans le bottom 5 sur les 4. 25e sur les points après perte de balle. Après, c'est une équipe qui va plus favoriser le demi-terrain, qui est pas forcément axé trop sur la transition, alors que ils ont Giannis. Mais bon, c'est vrai que dans la conception de l'effectif, on a un effectif qui est très peu athlétique. Hein. Globalement, c'est un effectif qui est, par exemple, quand on voit un gars comme André Jackson Jr., il fait, quand tu le vois sur le terrain par rapport aux autres, tu te dis ouais, mais le gars il va pas à la même vitesse quoi. Athlétiquement parlant, même s'il y a Giannis, bah il est jeune en fait. Oui, aussi. Tu vois, athlétiquement, il va pas du tout à la même vitesse que les autres. Et c'est quelque chose d'important. Et tu vois que quand tu vois, il pop à l'écran justement. Après, ils sont 29e sur les secondes chances. Hein. On connaît l'adage avec Doc Rivers. Hein. On laisse le rebond offensif, on se replace directement, et puis bon, on est lent. Et c'est vrai que c'est quelque chose que lui, il a essayé de corriger, puisque la défense de transition des Bucks sous Adrian Griffin, je crois que c'est l'une des pires défenses de transition qui m'était donné de voir depuis que je regarde la NBA de façon assidue. Chez les bonnes équipes, précise. Oui, chez les bonnes équipes. Oui, effectivement. Chez les bonnes équipes. Et on a du 25e sur les contre-attaques et 27e au point dans la raquette, alors que t'as Giannis, le joueur qui dunk le plus en NBA. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, sur l'aspect défensif, c'est vrai qu'il y a une fuite de valeur sur le repli défensif, et qui est un peu particulier ou un peu bizarre en un sens, parce que ils sont moyens, je crois, au niveau des chiffres de transition, 18e en fréquence de contre-attaque autorisée, 17e en efficacité, alors que il y avait toujours été top 10 entre 2019 et 2024 aussi, bien à préciser. Et pour moi, il y a un thème général sur cette défense, j'ai un peu blagué, mais le côté vieux, le côté déclin, il y a pas que ça, mais c'est un élément. Mais c'est d'autant plus bizarre que, tu vois, on dit souvent, ce qui est pas toujours vrai, mais on dit souvent, soit tu attaques le rebond offensif et tu te dépeuples, tu te fragilises pour le repli, parce que si tu fais pas le repli, mais que tu attaques le rebond, bah, tu es fragile derrière. Soit sinon, tu fais le repli, mais tu attaques pas le rebond offensif. Là, les Bucks, ils ont aucun des deux. C'est-à-dire qu'ils attaquent pas le rebond offensif, mais ils sont pas bons non plus en repli. Donc c'est un peu, qu'est-ce que vous faites, quoi? Est-ce que ça vous prend vraiment en 15 secondes de traverser d'une ligne à 3 points à l'autre, quoi? Exactement. Donc effectivement, on peut s'interroger sur l'âge de l'effectif. Hein. Après, tu vois, par exemple cette saison, t'as quelqu'un comme Brook Lopez, hein, qui est un des joueurs les plus âgés de NBA, qui joue son plus grand nombre de minutes aussi sous le maillot des Bucks, hein, qui fait que on a un peu moins vu aussi ce fameux Giannis au poste de pivot cette saison par rapport à ce qu'on avait l'occasion de voir. Et voilà, on avait encore une fois ce côté déficit athlétique qui fait que tu vois, même Chris Middleton, vous en aviez parlé, alors j'oublie avec qui t'en avais parlé, mais la saison dernière c'était quelqu'un qui bougeait très peu, mais là cette saison il bougeait encore moins, quoi. C'est vraiment il est efficace, hein, mais ça bouge plus, quoi. C'est genre jump shot par-dessus quelqu'un, quoi. Voilà, donnez-lui le ballon, jab step, voilà, c'est terminé, quoi. Mais d'ailleurs, je peux aussi enchaîner avec une stat. Moi, j'avais un truc défensif aussi, c'est quasiment 40. Alors 39,9, mais quasiment 40, c'est la fréquence à 3 points défensive. Ouais. Et c'est une des pires de NBA. Continuons un peu sur la défense, justement. Et c'est vrai que le total de 3 points concédés est remonté, contrairement à 2023 et 2024. Alors 2023, c'est la dernière année de Bud, où il avait fait un changement un peu. Et 2024, c'est l'année dernière, donc avec mi-Griffin, mi-Doc Rivers. Mais c'est vrai que donc c'est la première fois depuis 2-3 ans qu'on a de nouveau beaucoup de 3 points concédés. Et sauf qu'en fait, c'est pas un problème en soi. C'est pas du tout un problème de donner beaucoup de 3 points à l'adversaire. Tu vois, parce que on pourrait dire c'est un tir rentable. L'an dernier c'était top 10, l'année d'avant top 5, c'était bien, c'est ça le modèle à suivre. Or en l'occurrence, c'est pas forcément il y a pas forcément un lien de corrélation si fort que ça entre le nombre de 3 points que tu concèdes et ton defensive rating, notamment parce que quand les équipes de Bud spécifiquement étaient souvent comme ça niveau défensif, élite, parce que elles protégeaient le panier en abandonnant à 3 points. Donc en fait, tu utilises le mec qui est sur l'aile, le mec qui est dans le corner, côté fort ou côté faible, les deux qui venaient tous se resserrer dans la raquette. Je caricature un peu le propos et les détails tactiques, mais c'est un peu l'idée de se resserrer à l'intérieur pour plutôt orienter la balle à l'extérieur pour mieux protéger le panier qui reste la zone la plus dangereuse et le tir le plus rentable. Exactement. Donc en un sens, tu vois, concéder beaucoup de 3 points et peu de tirs au panier et beaucoup de mi-distance, c'est une formule qui peut marcher. Mais là, ils sont que 16e en défense, on a dit. Donc là, le côté
profil de tir et tir concédé, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'avec ça, tu peux avoir des défenses d'élite. Mais c'est pas le cas. Et la différence, c'est quoi? C'est que t'es devenu assez mauvais au panier. 17e en efficacité concédée au panier, donc à peine milieu de tableau, 17e sur 30. Alors que, évidemment, sous Bud, je peux un peu refaire l'historique, entre 2019 et 2020, premier à chaque fois. Surtout 2020 est une année assez particulière. 4e en 2021. 2022, Lopez est blessé, donc ça redescend, mais c'est normal. 2023, de nouveau, Brook Lopez, ça remonte à 7e toujours, meilleure efficacité défensive au panier. 2024, c'est l'année où on lui fait faire des edges, Brook Lopez. Ah tiens, oui. Comme par hasard, l'efficacité redescend. Et puis donc cette année, 17e. Oui, malgré le drop. Mais tu vois, c'est pas que ça. Je t'en ai parlé un peu dans tes miscellaneous, l'efficacité au panier. Je pense que c'est un élément important parce que oui, ça compte, mais pas que ça. Pour moi, on est toujours dans le thème de l'an passé et parce que c'est la même équipe. Donc j'en ai déjà parlé dans le bilan de 2024, mais c'est la qualité des défenseurs off-ball qui est pour moi assez mauvaise, quoi. C'est-à-dire dramatique. C'est-à-dire que t'as des bons défenseurs on-ball ou aussi des mauvais, mais notamment les on-ball plutôt pas mal sont pas bons off-ball. D'ailleurs, si on fait un peu la liste de l'effectif des joueurs majeurs de la rotation, Lillard, Gary Trent, Taurean Prince, Bobby Portis, Kuzma, Chris Middleton, Kevin Porter Jr. et même Jericho Sims, des mecs comme ça. Pour moi, tous les mecs que j'ai cités là sont mauvais en défense off-ball. Et aussi, c'est pour moi là-dessus où, quand t'as perdu je roule l'idée, t'as pas seulement perdu un premier rideau, t'as également perdu un mec qui était très bon dans le côté défense collective, les rotations, le rebond, le box-out, etc. Et là, je viens t'énumérer quasiment 80% de la rotation principale qui sont des joueurs qui ne sont pas bons en défense off-ball. Oui, carrément. Et dans les seuls bons, j'ai Jackson, André Jackson, qui est bon. Giannis, évidemment. Et AJ Green, qui est pas mal, mais qui, on va dire, est plus correct que plus-value énorme. Donc, pour moi, c'est un peu ça où on se perd un peu, comment dire. On n'a pas le principal en tête, c'est le fait que la défense aujourd'hui en NBA, c'est dans l'espace. Les possessions, il faut faire la 2e, la 3e, la 4e rotation. Et quand t'as pas des mecs avec un bon QI basket ou une bonne défense off-ball, tu le payes cash, quoi. Et déjà, sur le premier rideau, c'est une équipe que tu vois, par rapport aux 3 points qui sont concédés, c'est ce que la défense, c'est ce que l'attaque veut prendre, en fait. Tout simplement parce que ils arrivent à trouver le décalage tellement facilement sur le premier rideau, puisque voilà, tu l'as parlé, tu vois, le retour du duo Gary Trent, Damian Lillard sur le backcourt. On a vu ce que ça avait donné à un moment à Portland, quand Gary Trent était utilisé un peu en poste 3, même Taurean Prince qui est comment dire, c'est en gros c'est le foot trendy, tu vois. Taurean Prince depuis son arrivée NBA, alors oui, à l'époque à la fac, tu vois, avec Baylor, c'est quelqu'un où sa défense était un peu difficile à juger, tout simplement parce que Baylor fait beaucoup de zones, tout ça, mais il avait le morphotype physique. Et en fait, tu vois, pour moi, Taurean Prince, c'est un peu l'anti-Robert Covington. C'est-à-dire que, tu vois, Robert Covington, à chaque année, sa défense s'améliorait, mais c'est son pourcentage à 3 points qui baissait à partir du moment où il a été mis sur le devant de la scène. Et Taurean Prince, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une étiquette de 3&D avec le 3, et si le D, et si le 3 arrive, c'est tout bénef. Sauf que là, c'est un bien meilleur shooter que défenseur. Oui, et puis même, tu vois, moi je le trouve pas mal en défense on-ball, mais les rotations off-ball, elles sont manquées. Et pareil pour Gary Trent. Je suis pas hyper fan du joueur, moi, mais je reconnais des qualités de shooter d'élite, notamment. Et même en défense on-ball, il peut être très actif et même parfois excellent on-ball, mais pas du tout off-ball. Donc, tout ce côté, quand t'as une rotation à faire depuis le côté faible, et ça se joue, la NBA, ça se joue à un pas près. Comme j'aime dire à chaque fois, ça se joue à une fraction de seconde, ça se joue à 1 mètre près de, je suis plutôt là, etc. Donc, les rotations, en fait, ces mécanismes collectifs, tu as affaire à un effectif qui n'est pas bon. Et je crois qu'on avait parlé, d'ailleurs, je crois que c'était l'an passé ou je sais plus qui, mais enfin, c'est une équipe qui est très mauvaise au niveau des cuts, qui encaisse beaucoup de cuts parce que tu fais la première action, il n'y a pas la deuxième, il n'y a pas la troisième, il n'y a pas la 4e rotation dans la possession. Donc ouais, c'est un problème. C'est un problème, mais qu'un problème au-delà du coaching. Pour moi, c'est aussi structurel. Et le fait que tu as rassemblé un effectif qui, majoritairement, n'était pas bon sur cet aspect. Pour citer d'autres exemples, par exemple, le Jazz dès 2020, 2021, 2022 notamment, ils se font punir par les Clippers. Pourquoi? Parce qu'il y a un Rudy Gobert qui est très bon, mais ensuite les mecs en défense off-ball sont pas bons. Et donc le fameux
Gobert en défense sur Terrence Mann, tu sais, quand il fait un gros match, en fait, c'était pas la faute de Gobert. Gobert, on lui disait d'abandonner Terrence Mann. C'est juste qu'ensuite, le Mitchell, le Michael Lay, le Bogdanovic, le Joe Ingles, ils faisaient pas la rotation vers le shooter abandonné. Donc c'est tout aussi important, et même, j'ai envie de dire, de plus en plus important dans cette NBA actuelle, avec de plus en plus d'importance donnée à l'espace, au mouvement et au quadrillage du terrain. Et ce quadrillage du terrain n'est pas bien fait par les Bucks, n'a pas été bien fait par les Bucks en 2025 comme en 2024, à mon avis. Bref, on peut avancer. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Milwaukee Bucks 2025? Alors, ma troisième stat du jour, ça va être 2. Alors, 2, c'est pour le doublé de Gary Trent Jr., justement, qui était l'une des recrues phares au minimum de cet effectif, qui en avait pas mal. Le doublé, pourquoi? Puisque cette saison, Gary Trent Jr. est au-dessus des 40% sur le catch and shoot à 3 points, et aussi sur le pull-up. Alors, on n'est pas sur du pull-up 3 dribbles, on est sur du pull-up, attaque de close-out, ou tu as un dribble, side step, shoot. Oui. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et je me souviens que tu as parlé de Zach LaVine récemment quand t'avais fait les Bulls avec Lucas qu'on salue, vous parliez justement du fait que c'était l'un des meilleurs shooters l'un des shooters de pull-up à 3 points les plus efficaces de la saison. Et puis derrière lui, t'as juste Gary Trent Jr. pour ceux qui ont pris un peu plus de 100. Oui, et c'est un joueur frustrant parce qu'il y a des forces très fortes et parfois des faiblesses assez énormes de type ce dont on vient de discuter avec la défense off-ball justement. Et puis le passing aussi. C'est un mec très caricatural dans son style de jeu, quoi. C'est-à-dire shoot élite, mais pas trop drive et pas de passing du tout. Moi, je fais toujours ma blague à chaque fois, 3 assists sur la saison. Et la défense pareil, quoi. Donc c'est un cas assez polarisé, mais qui a participé mine de rien à ce très bon spacing également des Bucks cette année. Bah, c'est un peu le gars qui a repris, tu vois, le rôle de Bryn Forbes ou des gars comme ça, quoi. C'est ce qu'il y avait, tu vois, quand il y avait le titre des Bryn Forbes ou Grayson Allen, des gars comme ça. Oui. C'est ce rôle-là qu'il a eu. Avec plus de compétences défensives, heureusement. Oui. Mais la carrière de Gary Trent est un peu particulière. Je pense que là, on a à peu près le rôle final, on va dire. Alors, il a que 26 ans, je crois, à peine. Mais tu vois, c'est un mec qui était à l'époque à Duke, grosse recrue, énorme recrue, génération Marvin Bagley, Wendell Carter Jr., etc. La grosse équipe de Duke à l'époque, et qui finalement est à Portland, se fait sa place à Portland en étant drafté beaucoup plus bas, alors qu'il était top 20 lycéen de sa QV. Il est deuxième tour de draft. Et en fait, moi, j'aimais bien le côté explosion à Toronto sur un rôle spécifique. Je crois qu'il y a une saison, ça doit être 2022, je pense, où il démarre l'année. Et moi, j'avais tweeté un truc complètement bête, mais en mode ah ouais, mais les progrès défensifs, il va te deepoy ou quoi, Gary Trent Jr. Parce qu'il y avait des séquences asphyxiantes en défense on ball en premier rideau. Après, c'est pas toujours parfait, mais j'ai toujours un peu ce truc avec lui ça fait partie de ces joueurs qui ont le pull-up justement, et sauf qu'il n'y a pas le reste de la création. Et souvent, on a fait un peu le raccourci de chez les stars. Qu'est-ce qui était élevé au rang de superstar? C'était le pull-up à 3 points. Ceux qui l'avaient, ceux qui l'avaient pas au courant des années 2010. Oui. Mais sauf qu'on arrive du coup parfois à des mauvaises conclusions de type ah bah tiens, ce joueur a le pull-up à 3 points, c'est une star de création, ou il a de la création. Oui. En l'occurrence, il y a pas tout le reste, quoi. Il y a pas le drive, il y a pas le passing, il y a pas ce genre d'éléments. Donc en fait, j'ai presque le dire 3&D, c'est presque réducteur par rapport à son rôle, parce qu'il peut faire plus. Et presque, en fait, oui, je me rends compte, c'est ma catégorie un peu des gunman que j'avais décrit un peu l'été dernier, quoi. C'est pas que finisseur, aussi créateur, mais surtout pour lui-même, quoi. Oui. Exactement. Et c'est marrant parce que, en fait, encore une fois, il est sur un poste où la limite entre être un joueur, on va dire, un joueur mid-level et être un joueur au minimum est très fine. Et le poste 2, encore une fois, tu vois, le poste 2, pour moi, c'est l'un des postes, c'est le poste sur lequel il y a la plus grande remplaçabilité. Tout simplement parce que c'est un poste sur lequel tu peux voir évoluer des combo guards, des spécialistes des spécialistes défensifs. C'est-à-dire que par exemple, le meilleur arrière. Alors c'est pas le bon exemple, puisque si on considère SGA, même si bon,
SJ, on peut dire poste 2, mais bon, avec plus un rôle d'initiateur. Là, je parle pas des initiateurs, je parlais plutôt des postes 2 scoreurs. Tu vois, et on a vu beaucoup de gars comme ça changer d'équipe, tu vois, Norman Powell, tu vois, Desmond Bane, même si, bon, encore une fois, c'est un autre niveau, mais tu vois, il y a beaucoup il y a une belle valse au niveau, entre Anthony Simons, tu vois, il y a Simmons, il y a une belle valse au niveau de ces postes 2 qui sont, au-dessus du minimum, qui sont très bons, mais au final la valeur de remplaçabilité n'est pas si haute que ça. Et d'ailleurs il y a comment ça s'appelle, un des exécutifs, justement, ça a fuité dans durant l'intersaison, qui cite un des exécutifs de la ligue qui s'exprimait justement sur le fait que Quentin Grimes n'est pas encore de contrat. Oui. Et où, voilà, il avait dit, pourquoi vouloir payer Quentin Grimes 20 millions quand tu peux avoir Gary Trent 4 millions? Alors, ce sont des joueurs, enfin, Quentin Grimes, c'est bien meilleur que Gary Trent. Sauf, est-ce qu'il y a autant d'argent de différence entre les deux? Le côté rapport qualité-prix, tu veux dire? Exactement. Ouais. Non, mais après, moi, il y a peut-être une époque où ça s'était un peu enflammé sur sa carrière, et puis il avait un gros contrat aussi, hein, tu vois, aux Raptors, 16 millions, 17 millions, 18 millions. Pour moi, à ce tarif-là, c'était pas intéressant. Après, tu me dis, là, il était à Milwaukee pour un minimum. Il a re-signé d'ailleurs Milwaukee pour un minimum ou pas loin, je crois, pour 26. 2 ans, 7 millions. Voilà. Donc, c'est pas. Là-dessus, pour jouer à 25 minutes par match, pardon, ça me va largement, quoi. Il faut faire attention aussi à cette notion de surchauffe, tout simplement parce que, tu vois, je parle du doublé, mais tu vois, sur la notion de pull-up, l'année d'avant, c'était 30%, et l'année d'avant, c'était 29%. Et là, il fait une pointe à 41%. Donc, attention. Ouais. Ça se trouve, ça aussi, si on redescend à sa vraie valeur, là, on est vraiment sur quelqu'un qui est un mec de bout de banc, quoi. Un gars au minimum. Il est à 39% en carrière. Ça, le shoot, il n'y a jamais eu trop de soucis, mais comme tu dis, pour le pull-up, c'est pas pareil. Bah, tiens, vu qu'on parle un peu de 3 points, je voulais un peu caler la mienne de stat du jour, qui était très simple, hein, qui était 1. Oui. Puisque les Bucks étaient premiers de NBA en termes d'efficacité à 3 points, avec collectivement un joli 39,3% à 3 points, ce qui est quand même assez incroyable, hein, 39% en tant qu'équipe. Et c'est vrai que, pour le coup, on peut pas leur reprocher ils avaient quand même beaucoup de très bons shooters. On a parlé de Gary Trent, on peut parler aussi de Taurean Prince qui fait une bonne saison, on vient d'en parler. Brook Lopez aussi, en tant que poste 5 shooter, a fait une bonne saison, etc. Même, tu vois, même des mecs comme Middleton n'a pas fait beaucoup de matchs, mais il a fait 40%. AJ Green qui a été fabuleux aussi, Kevin Porter Jr. qui a bien shooté sur ses 30 matchs, et ainsi de suite. Et bon, Lillard aussi, bien entendu. Évidemment Lillard également. Et ce qui est bien, c'est que ça donne de l'espace. Ça donne de l'espace dans lequel tu peux opérer. Et pour le coup, ils sont également, autre stat que j'avais, 3e de NBA en termes de rollman. Les points scorés par le rollman, l'efficacité en tout cas. Donc, c'est-à-dire le poseur d'écran qui roule au panier. Pour 2 raisons. Soit tu roules au panier, Giannis au panier directement. Donc là, il y a un dunk ou un lay-up au panier, d'accord? Soit sinon, au niveau des rollmen, il y a aussi le mec qui roule au pick and pop à 3 points. Exactement. Et donc, cette très très bonne efficacité à 3 points explique aussi cela, parce que t'as Brook Lopez sur le pick and pop, notamment beaucoup utilisé avec Doc Rivers en tant que pivot un peu plus classique de pick and pop, mais aussi les pick and pop entre petits, les pick and roll entre petits, de type AJ Green ou des mecs comme ça. Exact. Donc, le shoot était élite, mais là encore, pour poursuivre un peu sur le thème du off-ball, on a parlé de la défense off-ball qui était un peu déficitaire. Et je trouve aussi qu'il n'y a pas beaucoup de tissu liant offensif dans cette équipe, et par là j'entends donc le off-ball et le côté connecteur, le côté passing. Et en fait, je vais caricaturer, mais l'attaque des Bucks c'était très 2 énormes scoreurs d'isolation très forts, 2 superstars, un spacing qui était génial, mais il manquait un peu le lien, quoi. Il manquait un peu le truc au milieu pour faire que, tiens, quand t'as 2-3 défenseurs sur Giannis, t'as un mec qui coupe intelligemment, qui refait l'extra passe de l'autre côté, qui déclenche un spot-up drive, qui va déclencher un tir au panier, un catch and shoot, etc. Je caricature beaucoup, mais c'est vrai que c'est une équipe qui, pour ce spacing-là, et par rapport à un niveau d'isolation dont ils disposaient avec Giannis et Lillard, tu vois, ils sont 22e sur 30 en termes de passes par match, pas d'assists, de passes générales par match. Le ballon bougeait pas beaucoup, mais je te parle des passes, mais c'est pareil pour les assists, c'est pareil pour les assists secondaires, pour les hockey assists, les assists potentiels, etc. Et je trouve que on a un peu ce thème général avec les Bucks où, tu vois, on retrouve un peu les mêmes caractéristiques. Le manque de défense off-ball, on le retrouve aussi en attaque avec ce manque de tissu liant connecteur. Oui, totalement.
où t'as vraiment c'est de la finition pure. Hein. T'as parlé justement de la notion de catch and shoot et de joueurs petits. Tu vois, par exemple, ils sont à 40% sur les catch and shoot et ils sont à plus de 44% dans les coins. Et effectivement, tu vois, j'avais aussi noté cette stat sur le pick and roll man. Et tu vois, en regardant, je trouve que alors il y a eu un peu si tu veux, il y a du playmaking, enfin il y a de la création un peu off ball. Mais il n'y a pas de, en plus qu'on a fait le podcast sur les connecteurs, on avait parlé justement de Luke Kennard, on n'était pas forcément d'accord sur cette notion de, toi tu voyais ça plus comme de la création plutôt que du connecting par le mouvement. Je sais que c'est une catégorie sur laquelle justement on avait un peu débattu par rapport Tu veux dire que chez les Bucks il y avait quand même des mecs qui font des shoots en sortie d'écran, donc ça fait de l'action un peu off-ball, mais on est d'accord qu'il n'y a pas ce côté quand Giannis a 3 mecs sur lui et fait la passe, il n'y a pas un mec qui fait le lien entre la prise à 2 ou à 3 de Giannis et le shooter dans le corner. Ouais, on est d'accord. Il shoot direct. Et justement avec la nouvelle gravité qu'a acquis Giannis, notamment sur la zone à mi-distance, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, justement il y avait pas mal de 3 points sur la 45 qui étaient disponibles one pass away, et je trouve qu'ils ont beaucoup, alors peut-être que c'est Doc Rivers qui est un jeu, on va dire, simpliste, mais ils ont beaucoup utilisé les actions one pass away, je trouve, avec notamment par exemple, tu vois, des fois il y avait des cuts de Brook Lopez directement pour un shooter à 45. Tu vois, il cut au cercle. Bah oui, un grand gars comme ça qui arrive lancé au cercle, forcément ça fait la défense réagir. Et t'as juste un petit mouvement de Gary Trent ou de Taurean Prince pour punir directement. Donc il y avait pas énormément de connecting balle en main, mais tu vois, comme tu l'as mentionné, le spacing était tellement bon qu'au final t'avais des tirs ouverts assez facilement, quoi. Les joueurs étaient loin. Oui, dans ce spacing, tu remplaces Gary Trent par Dante DiVincenzo, par exemple. Tu remplaces Taurean Prince par Quentin Grimes aussi, justement, ou voilà, un peu la Rolls-Royce des connecteurs en NBA aujourd'hui. Je pense que l'espace aurait été animé autrement et tu aurais pu un peu plus exploiter la création de décalage de mecs comme Lillard et Giannis. D'ailleurs, stat vite fait, hein, donc ils sont 7e de NBA en isolation, en 1 contre 1, avec 0,94 points par possession, c'est-à-dire 8e meilleur de NBA. Donc le 1 contre 1, c'était très cool, en effet. Et le truc, c'est que, comme on dit, tous les éléments ne sont pas en place. Il y a le spacing, il y a la création, mais manque un peu ce milieu de la chaîne, le côté connecteur qu'on a bien décrit. Pour finir un peu sur l'attaque d'ailleurs des Bucks, je sais pas si t'as d'autres éléments là-dessus, mais j'avais noté aussi un truc qui est assez important. Mine de rien, 25e en fréquence de contre-attaque. Ah bah oui, c'est ça. Et en efficacité 22, je crois, si j'ai bien écrit sur ma fiche, 22. Bon. Bah, pour le coup, c'est des points que tu ne vas pas chercher, un peu dommage, mais c'est surtout assez étonnant du point de vue du cycle Giannis. Encore une fois, je parle un peu du cycle global depuis 2019, on va dire, depuis qu'il est compétent, où bah finalement l'identité de l'équipe était aussi d'avoir un Giannis élite là-dessus qui était un peu le moteur de ça, quoi. Donc ok, t'as remplacé Lillard par Jrue, mais c'est pas comme si Jrue Holiday était à l'époque un moteur énorme, ou Bledsoe également, tu vois. Oui, je pense que là on peut plus lire le côté vieillesse, ce même côté vieillesse qu'on a lu en défense off ball ou en repli défensif, on le voit aussi sur la contre-attaque offensive. Je pense qu'il y a un peu de cet aspect-là, mais il y a aussi d'ailleurs il y a aussi sans doute le côté où les équipes sont un peu plus prêtes pour défendre Giannis, sans doute. Mais tu me diras pourquoi est-ce que l'effet de surprise s'estomperait au bout de 7 ans et pas au bout de 1 ou 2 ans, quoi. Donc je pense que bon, je sais pas quelles sont les raisons, mais tactiquement en tout cas, on n'est pas allé chercher ces points de contre-attaque comme on le faisait à l'époque. Et tu vois, c'est pas une équipe qui a jamais créé beaucoup de pertes de balles en défense. Non. Donc qui est un peu le moyen le plus rapide et le plus simple d'avoir des points faciles en contre-attaque. Mais il existe une autre catégorie au niveau des contre-attaques, c'est contre-attaque après un rebond défensif. Oui. Et là-dessus, cette année, ils sont pas bons, alors que auparavant, ils avaient été toujours très bons, plutôt très bons, top 10 même, pour toujours se projeter, même après un rebond. Donc oui, c'est pas parce que tu crées pas beaucoup de pertes de balles en défense que tu peux pas te projeter en contre-attaque. Il y a aussi à quel point tu peux accélérer après un rebond, après une possession défensive réussie. Et ça, ils l'ont pas bien fait non plus. Donc au final, voilà, il y a un peu ce tableau de l'attaque des Bucks qui est un peu bizarre, quoi. T'as spacing d'élite et superstar. Isolation très bien, ça marche bien, mais il manque un peu le milieu. Il n'y a pas non plus l'impact de rebond offensif parce que t'as un big dans le périmètre, ok. Il n'y a pas non plus l'impact de la transition. Finalement, il y a presque un goût d'inachevé. Et encore, là, on n'a même pas parlé du fait que la combinaison du pick and roll entre eux de Lillard et Giannis aura peut-être été et restera pour toujours, hein, maintenant que c'est fini, le gros regret de ces 2 années passées aux Bucks.
Quelle est ta 4e stat du jour désormais à nous présenter pour ces Bucks 2025? Alors, ma 4e stat, c'est 5. C'est la position de Giannis au nombre de shoots à mi-distance pris cette saison. Juste 3 de moins que Kevin Durant. 3 de moins que Kevin Durant. Avec une excellente efficacité. Ouais. Et pourquoi moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et je sais que, tu vois, dans ma façon d'évaluer les joueurs offensivement, je donne beaucoup de poids à la diversité par rapport à l'efficacité. C'est-à-dire que pour moi, c'est important qu'un joueur ait une palette, le fameux bag, on va dire ça entre guillemets, le fameux bag. Je trouve que la palette de Giannis, c'est-à-dire que même si il fait une saison où il est beaucoup moins efficace que l'an dernier, alors l'an dernier c'était une saison totalement exceptionnelle, hein, c'était une saison historique d'un point de vue efficacité, mais la capacité qu'il a justement à prendre des tirs en pull-up, ça le rend beaucoup plus dangereux. Et en fait, ce que j'ai apprécié en plus que l'efficacité de Giannis sur ses pull-up à mi-distance, c'est comment les équipes réagissent à ça. C'est-à-dire que, alors, Danny Leroux, c'est Danny Leroux qui officiait dans le Dunkton. Dunked On podcast, ouais, avec Nate Duncan, ouais. Ouais, avec Nate Duncan, qui disait que le pire, il y a 3 ans, il disait, le pire tir de la ligue, c'est un jump shot de Giannis, tout simplement par rapport à ce qu'il ne fait pas quand il shoot. Oui. Par rapport à tout ce qu'il ne fait pas quand il shoot. Et en fait, cette saison, on s'est rendu compte que, alors, il y a l'adresse, il a quasiment 45% à mi-distance. Alors oui, d'un point de vue point par tir, c'est pas énorme, mais c'est une adresse vraiment très très bonne pour le joueur qui est Giannis à mi-distance et même au global de la ligue, c'est une adresse énorme. Et en fait, surtout ce qui m'a impressionné par rapport à Giannis, alors c'est la diversité. Alors même si globalement sur ses tirs à mi-distance, c'est essentiellement en partant vers la gauche, c'est-à-dire qu'il part vers la gauche pour créer la séparation et ensuite il tire main droite. Il y a le fameux fadeaway one leg là de Doc qu'il a bien masterisé cette année et qui fait assez bien mouche. Et en ce qui concerne l'impact de ce tir-là, c'est la capacité justement que la défense a à réagir dessus. Tu vois, on parlait du fait que les Bucks, c'était une équipe qui avait été très à droite, notamment sur les catch and shoot à 3 points et à 3 points en général, et globalement notamment sur les 3 points dans le coin. Et on voit que quand Giannis, la gravité que Giannis était tellement respecté cette saison justement sur le mi-distance, qu'il y avait des prises à 2 sur lui des fois sur le mi-distance, et on laissait des shooters libres à 45. Et il y a pas mal de shooters, justement, comme Gary Trent, qui ont profité de cette gravité de Giannis pour se placer simplement one pass away. On l'a mentionné tout à l'heure, le jeu one pass away où il est juste à côté quand Giannis va déclencher le tir et il peut avoir une position assez facile puisque la défense réagit à la gravité de Giannis à mi-distance. Effectivement, j'avais noté 47 même, carrément, sur les longs 2 spécifiquement. Oui. Pas que les mi-distances, mais les fameux longs tirs à 2 points, donc ces fameux mi-distance un peu jump shot, quoi, pas flotteur. Oui. Et 47, comme tu dis, c'est très bon. Énorme. Franchement, c'est très bon. On commence à être à peu près satisfait autour des 40, où on se dit, ouais, ok, c'est solide, 40% sur les longs 2. Il est à 47, donc c'est très cool. Et c'est un progrès comparé à, comme tu dis, une époque où on disait, ouais, il était très nul là-dessus, et c'est... Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Et 2023-2024, il était à 37 et 34%. Donc en effet, il y a une vraie hausse. Bon, à voir, échantillon plus gros sans doute au fur et à mesure des années, parce que c'est pas comme s'il en prenait 500 par saison, donc à confirmer. Mais pourtant, tu vois, j'avais noté ce truc de 47%, c'est son meilleur score. Et pourtant, l'efficacité générale est passée de plus 12 à plus 8% au général. Et là encore, cycle Giannis depuis 2019, deuxième pire efficacité entre guillemets depuis 6-7 ans quoi. Pour le coup, la seule fois où il a été moins bon, c'est l'année où tout le monde a voulu le propulser dans la course MVP avec Jokic et Embiid. C'était un non-sens déjà qu'on a Embiid, mais alors Giannis c'était encore plus. Il était justement avec ses pull-up à 2 points qu'il ne mettait pas à l'époque, il était à peine à plus 4%. Mais c'est un mec qui d'habitude est autour des 110, 115 et quelques, quoi, de true shooting plus, donc plus 10%, plus 15%, des scores assez géniaux. Et comment est-ce qu'on explique que, je comprends pas. Pourquoi tu dis qu'il a jamais aussi bien shooté sur les longs 2 et pourtant l'efficacité générale est pas aussi bonne? C'est aussi la rentabilité de ce tir-là. Le fait que la fréquence de long tir à 2 points a explosé, elle a doublé en fait. Il prend 2 fois plus de longs tirs à 2 points, ces fameux mid-range loin du panier, et surtout il prend moins de tirs au panier. Mais c'est aussi pour ça que je comprends ton idée, et je suis d'accord, l'idée de diversité dans le jeu, mais
je me demande à quel point est-ce que ça vaut le coup de continuer un peu à aller là-dessus. Alors, sur des situations de fin de match, de clutch, c'est toujours pratique d'avoir cette arme du pull-up à 2 points ou voilà du pull-up en général. Donc, ok. Mais en fait, le dilemme, je peux aussi le poser de cette manière. À quel point il n'est pas lui-même déjà beaucoup trop fort en drive pour que c'est impossible pour lui d'atteindre un niveau de jump shot pour amener un équilibre, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a un peu cette idée de oui, s'il a un petit mi-distance, c'est cool, il va être un peu plus respecté, donc les défenses vont un peu plus sortir. Il me semble que dans la réalité, ce ne sera jamais le cas, parce que non pas que le pull-up ne devienne pas correct ou voire même bon et très sympathique et respectable dans n'importe quel autre type de joueur, mais pour lui, le drive est à ce point génial et la menace de drive et de le Shaq des temps modernes qu'a un dribble est à ce point génial que ça me paraît impensable qu'il atteigne un jour le niveau de mi-distance égal pour qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait une menace de mince, est-ce que je monte haut ou est-ce que je reste un peu bas, quoi. Sauf s'il devient plus un joueur de périmètre en vieillissant et qui se dit que pour mieux vieillir, qu'il soit obligé d'ajouter justement ce tir à son arsenal, puisqu'encore une fois, tu vois, Giannis cette saison, c'est le joueur qui dunk le plus et c'est l'un des joueurs qui dunk le plus sans être assisté. Ouais. Et il va à l'endroit le plus difficile d'aller en faisant l'action la plus rentable qui soit au basket. C'est ça. Le Shaq des temps modernes, hein, comme on dit. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est bien qu'il estire, mais presque j'aimerais bien qu'il l'ait un peu pour punir, tu vois. Et le danger quand tu développes ce tir-là, c'est que non pas que tu tombes amoureux, mais que tu le surutilises un peu pour le coup. Oui. Et je pense que 47% c'est cool. Mais je pense que les équipes NBA, les 29 autres équipes NBA continueront toujours de préférer lui laisser un tir à 47% d'efficacité plutôt qu'un drive où il va être au panier à 65, 70%, voire même 100% comme tu dis, parce qu'il est capable de créer des dunks, quoi, pour le coup. Mais ça rejoint aussi ce que j'aime un peu moins, c'est le fait qu'il aime bien lui-même être utilisé balle en main, face au jeu et proche du panier. Bah, il a été plus un joueur de périmètre cette saison, globalement. C'est vrai, mais il y a toujours ce côté, parfois, tu sais, il est en tête de raquette et tu dis, mais ça fait 6 ans de Giannis. On le sait que tu peux en tête de raquette, isolation, t'aimes bien ça, il y a pas de problème. Oui. Mais tu vois pas qu'il y a 3 mecs qui se resserrent depuis les 2 ailes, là. Il y a un mur de 3 devant toi. Et parfois il est mieux utilisé. Il y a le côté, contre OKC, les écrans étaient posés ligne médiane, notamment. Donc ça permettait un peu de lancer dans l'espace, c'était génial. Effectivement. Et ce genre de tactique, les empty action, lui en poseur d'écran, etc. Mais disons que le fait qu'il développe ce mi-distance, pour moi, on recoupe un peu avec le côté où, vu qu'il a ce tir maintenant dans cette zone, il va vouloir peut-être un peu plus se réinstaller là-dedans. Or, ça a toujours été la grande limite des Bucks de Bud et de Giannis, c'est, en playoff, l'attaque, elle cale un peu. Et finalement, c'est un joueur qui est top 5 NBA, il y a aucun problème dessus, qui a souvent été top 3 ou top 2, largement. Néanmoins, à quel point était-il comparable en termes de création offensive face à d'autres chapeaux 1 en playoff? Je pense qu'il a été peut-être un cran en dessous sur les 5-6 ans qui sont passés là, parce que la Giannis offense justement était moins rentable et moins intéressante, parce que le jeu se bloque, parce qu'on veut absolument bloquer le drive, quoi. Mais est-ce que ce serait pas justement si on prend l'exemple dans l'autre sens, par rapport à ce qu'on a vu notamment avec SGA durant ces playoffs, de se dire que quoi qu'il arrive, les défenses arriveront à boucher la raquette. Donc il faut avoir ce tir. C'est vrai, mais je peux faire confiance à SGA et son shot making de fou qui met 55% de ses longs 2. Oui. Autant pour l'instant le 47, c'est pas que je dis j'élimine, mais j'imagine pas un monde où Giannis est aussi fort sur les longs 2 pour punir que SGA cette saison, même l'an passé, ils sont éliminés contre Dallas, il doit être à peu près 120% de réussite en termes de shot making. C'est n'importe quoi lui, SGA, donc c'est là-dessus, tu vois, où SGA est le parfait exemple aujourd'hui, parce qu'en fait il est génial en drive, mais il est aussi génial sur les longs 2. Donc il y a cet équilibre où tu sais vraiment pas quoi faire. Giannis, malgré la bonne saison, le bon rendement de cette saison, je pense encore que il y aura un aspect de tant qu'il nous mettra pas un gros volume et 55% sur ses longs 2, non, on va quand même bloquer le drive, parce que le drive est à ce point plus intéressant chez lui que le pull-up, quoi. Donc ouais. D'ailleurs, pour finir un peu la saison de Giannis, je dis, tu vois, c'est son deuxième pire total d'efficacité depuis 5-6 ans. 108, c'est quand même au-dessus de, on va dire, 85% des joueurs NBA et même des stars. Donc voilà, être à plus 8% d'efficacité relative à la moyenne, c'est quand même génial, mais c'est dire aussi à quel point on a un joueur calibre all-time, bien entendu. Mais non, en termes de protection de panier, je sais pas si t'avais noté, j'ai noté que le chiffre est un peu moins bon que d'habitude.
le côté perte d'efficacité infligée au panier quand lui est le défenseur à moins de 6 pieds du panier. Moins 7,6, ce qui est toujours un score top 15, top 20 ou un très bon score pour le coup. Moins 7% de perte infligée au panier. C'est juste que si tu remontes un peu, 2024 il était à moins 9,5. Voilà. 2023, moins 16. 2022, moins 11. 2021, moins 11. 2020, bon, il est à moins 20, mais l'année 2020 est une anomalie parce qu'il y avait et Brook Lopez, et Robin Lopez, et Giannis, c'était une boucherie. Oui, la boucherie. Voilà. Et 2019, moins 11. Donc tu vois, à part pic à droite à gauche, on est toujours autour des moins 10, moins 11, des scores d'élite qui sont top 5 NBA. Et là, cette année, on est à peine à moins 7 et quelques. Donc c'est pas pour graver dans le marbre ou quoi que ce soit, mais pour dire, peut-être à surveiller pour la suite sur une deuxième saison consécutive ou pas d'ailleurs. Est-ce que c'est juste une anomalie un peu stat et que ça va remonter? Est-ce que c'est peut-être un début de déclin, très grand mot, mais peut-être qu'on n'aura plus un Giannis à 10 sur 10, mais seulement un 9 sur 10 parce qu'il a 31 ans. Donc peut-être il y a une mini perte d'explosivité, je ne sais pas, mais je trouvais un peu la stat non pas définitive mais assez notable pour qu'on puisse l'évoquer au moins comme ça et dire à surveiller pour l'an prochain. Peut-être aussi des conséquences d'avoir encore une fois une défense sur le périmètre aussi poreuse. Hein, également, ouais. Parce que quand tu arrives trop loin, quand tu pars trop loin, t'as moins le timing, quoi. Même si Giannis, il est très fort sur ces timings-là, comme tu le dis, hein, ça se joue des fois à un pied près, quoi. C'est ça. Et c'est peut-être juste une année stat sans élément significatif, sans conséquence, oui. sans je trouve pas mes mots, mais bref, t'as compris. Observer avec Miles Turner, du coup, observer avec l'arrivée de Miles Turner, qui est pas Brook Lopez en termes de protection de raquette et de protection de cercle, mais qui est un peu un facsimile de ce que Brook Lopez apportait. Oui, ou observer à côté de Kat aussi l'an prochain, tu vois, de Towns, ou avec Doncic en première ligne, parce qu'il paraît que le dossier n'est pas encore fermé. Hein. Shams nous a dit à début août que non, c'était pas encore fait, hein, il n'était pas décidé encore, mais mais je ne sais pas. Bref, Giannis défense, Giannis attaque, Giannis génial, bien entendu. Ma quatrième stat du jour, je vais aller sur l'autre, moi, si tu veux bien. Moi, c'est 108 également. C'est le true shooting plus de Damian Lillard, ce qui veut dire que true shooting efficacité plus les stats en plus c'est relatif à la moyenne, plus 8% d'efficacité à la moyenne en relatif pour Damian Lillard en 2025. Et il faut dire que c'est un peu la saison du rebond pour Lillard, puisque l'an passé il était à peine à plus 2 relatif à la moyenne, donc un peu plus banal. Lui qui avait connu des hauteurs bien plus grandes, donc notamment en 2023 plus 11%, en 2021 plus 9%, en 2020 plus 11%. Voilà, depuis 2020, on va dire le côté méga prime de Lillard dans ce rôle-là, explosion à plus haut niveau. 2020, on était autour des plus 10 et là on est de nouveau quasiment au plus 10, plus 8 à peine. Et ça fait plaisir parce que, et peut-être, je pense que ça passe un peu à l'as, j'ai l'impression, de à quel point est-ce qu'on a une bonne saison du rebond pour Lillard, parce qu'il est un peu plus vieux, que Milwaukee est pas top, etc. et que il y a moins de ballons, tu vois. S'il avait fait ça à Portland avec tous les ballons, ça aurait été plus monstrueux, même d'un point de vue chiffre brut. Exactement, en termes de points par match, etc. Donc ça passe un peu plus sous les radars, on va dire. Mais il faut quand même le dire, hein, le mec a 36 ans, fait une saison du rebond assez admirable pour revenir quasiment à ses standards de productivité / efficacité de toujours, ou de son méga prime en tout cas. Et ce qui est intéressant, je trouve, d'autant plus pour appuyer le propos, il le fait pas avec une surchauffe à 3 points. Donc c'est là où c'est intéressant. Il est à 37% à 3 points sur les tirs à 3 points. Il y a 2 ans, quand il est également ultra efficace sa dernière année à Portland, il est aussi à 37% à 3 points. Donc tu vois, il n'y a pas un côté bonus, le shoot étant parfois un peu aléatoire, donc on pourrait, parfois t'as un peu ce côté, je fais une bonne saison au tir qui est pas mon vrai niveau, mais ça booste l'efficacité. Là non, là le même pourcentage à 3 points, et de l'autre côté, toujours aussi provocateur de faute pour son âge avancé, c'est quand même très bon signe. Il est, alors là c'est pas le true shooting, c'est le free throw rate, le taux de lancer franc provoqué, mais ajusté par rapport à la moyenne. Il a un score de 163, donc 63% plus gros que le score moyen de NBA, plus 63. Il y a 2 ans, plus 74. Donc de manière totalement identique, le même score. Au niveau des drives, en général, pas que faute, mais drive, 8e meilleur driver cette saison, sur 51 gros drivers. 8e meilleure efficacité avec 1,26 points par tir tenté. Bon, je dis plein de chiffres, hein, si vous connaissez pas, vous en faites pas. Grosso modo, il y a un peu cette idée à retenir que il fait une saison du rebond, sans un côté aléatoire surchauffe à 3 points, sur les gros usages, c'est-à-dire même les immenses usages de plus de 30% de volume d'utilisation. 3e joueur le plus efficace de NBA
plus de 30% d'usage et plus de 1500 minutes. Et puis si on descend un peu le critère, allez, prenons juste les gros volumes plutôt que les énormes, donc plus de 25% d'usage, il est encore 7e de NBA, 7e meilleur de NBA, notamment sur le pick and roll, où il est 2e meilleur de NBA derrière SGA, deuxième meilleur score le plus efficace de NBA sur les pick and roll en tant que porteur de balle. Bref, c'est pas une saison parfaite pour les Bucks, mais je trouve que revoir Lillard à ce niveau-là a été génial. Le bémol, c'est la blessure. Et tu vois, je te parle du drive qui est remonté au niveau d'antan. Donc, on n'a pas eu un déclin. C'était juste une année un peu off en 24 pour des raisons personnelles d'ailleurs. Divorce, déménagement, nouvelle équipe, etc. Pour 26, enfin plutôt pour 27, je suis pas sûr qu'on ait le même niveau parce que la blessure est assez grave pour un joueur assez âgé. C'est ça. Et puis même, tu vois, d'un point de vue cercle, on voit que, tu vois, c'est le shot making en fait qui lui permet de maintenir une telle efficacité, puisque c'est un joueur qui, alors il y a pas là, comme tu l'as dit, il y a pas la surchauffe à 3 points, mais il y a, tu vois, à mi-distance, il est encore très très solide, hein, tu vois, ouais. 49% sur les longs 2. Tu vois, sur les shorts mi-distance, il est à 45% aussi. Et tu vois, c'est juste le cercle qui bouge. Et au fur et à mesure, en fait, que Damien Lillard va vieillir, comme tu l'as dit, ce qui est intéressant, c'est que dans les matchs que j'ai pu voir, en tout cas, t'as parlé justement de l'utilisation de pick and roll haut, d'utilisation de Brook Lopez. Ben lui, il a bien bénéficié de ça. Tu vois, l'année dernière, on en avait discuté notamment sur le fameux pick and roll Giannis Lillard, où ils étaient obligés de poser entre guillemets les pick and roll plus bas, puisque plus Giannis reçoit la balle proche du cercle, plus il est dangereux. Et en fait, le jeu n'était pas forcément fait pour Lillard, il était plus fait pour que Giannis soit le plus dangereux possible. Et ça a bien fonctionné, puisque l'an dernier, Giannis a sorti l'une des meilleures saisons en efficacité de l'histoire de NBA pour les joueurs à gros volume. Mais globalement, tu vois, cette saison, il y a eu un peu moins ça, où le jeu était un petit peu plus adapté à Lillard. Je pense que le spacing global aussi, puisque Damien Lillard, on sait que c'est un joueur qui peut driver, qui a pas forcément besoin d'écran. Il a pas un premier pas hyper rapide, mais il a pas besoin de beaucoup de moves pour pouvoir déclencher son tir. Et le fait d'avoir tout ce cocktail-là fait que on a eu un Lillard grâce à son shot making qui a pu garder une grosse efficacité sur cette saison et qui a été encore une des meilleures machines offensives pour créer de l'attaque en NBA cette saison. Je pense que quand on fera le bilan des 2020, année 2020, le prime offensif de Lillard entre 2021, 22, 23, 24, 25 sera parmi les meilleurs, hein, assez nettement. Oui. Malheureusement, il y a un peu une saison déménagement, problème perso, etc. 2024 qui est un peu entre parenthèses. Mais tu vois, c'est aussi l'intérêt de les stats. Faut jamais les voir sur une saison. Toujours étendre un peu avant, un peu après, toujours intéressant parce que parfois il peut y avoir une saison un peu off pour des raisons qui sont pas tactiques, qui sont pas affichées dans le marbre, etc. Donc toujours aussi avoir ce prisme-là pour les stats, bien entendu. Mais voilà, j'ai un peu, un peu triste finalement cette blessure de Lillard qui vient au plus mauvais moment, quoi. Il a 35 ans, il vient de faire ses 35 ans, blessure au tendon d'Achille. Y aura-t-il assez de temps pour revenir en forme? Tu vois, s'il avait fait le tendon d'Achille à 22 ans, 23 ans, ou même à 25, on se serait dit, bon, c'est dommage, mais on pense qu'il peut revenir, quoi. C'est quand même assez probable. Là, je sais pas à quel point 25 aura été sa dernière année de méga prime, joueur offensif, top 5, top 10 de NBA, quoi. Mais je suis content qu'on l'ait revu, parce que l'an passé, on aurait pu se dire, déjà 33 ans, Milwaukee, il est vieux, finalement les Bucks sont surpayés pour un mec qui ne sera jamais ce qu'il a été aux Blazers. Ça l'a pas été sur un énorme volume, comme aux Blazers, où il était secrètement devenu un héliocentrique. Mais ça a quand même été une très bonne version, je trouve, de Lillard, individuellement, en tout cas. Malheureusement, on l'a pas eu assez, quoi, puisque au final, l'an dernier, les playoffs, on voit pas Giannis, que Giannis se blesse, et là, ce Lillard, il joue pas beaucoup, quoi, sur les playoffs. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu voir ce duo-là, puisque le cocktail offensif que proposaient ces deux joueurs-là, pouvait vraiment laisser penser que il pouvait être capable de faire quelque chose, un upset, quoi, potentiellement. Ça va pas être ça aurait pas été encore une fois par rapport à l'âge et par rapport aux déficiences de l'effectif, ça aurait pas pu être une équipe qui serait constante sur l'ensemble de la saison. Mais par contre, qui pourrait avoir, par exemple, 5-6 semaines de brillance, même pas 5-6 semaines, mais 3-4 semaines de brillance où ils peuvent sortir des upsets et ils peuvent faire peur, quoi, vraiment. Et aujourd'hui, où il est l'heure de faire un peu le bilan de l'ère Lillard aux Bucks, de ces 2 ans passés, ce qui m'embêtera sans doute dans quelques années, déjà maintenant, mais dans 5, 10, 15 ans, c'est qu'on... La réécriture historique? Ouais, et de ce côté, mais Lillard aux Bucks, ça a pas marché, quoi. Et ça n'a pas marché, mais pas pour lui, en fait, tu vois. Alors, il y a une année sur 2 où il est moins bon, d'accord?
mais on a quand même bien développé à quel point le côté frustration, c'est le jeu à deux avec Giannis qui a jamais été complètement exploité. En termes de coaching, ça n'a pas été beaucoup utilisé, mais aussi l'exécution entre les deux qui était pas parfaite. La pose d'écran de Giannis qui a jamais été géniale parce qu'il a jamais appris, il n'y a pas eu le temps de développer, etc. Donc la frustration, elle est pour moi sur ça. Et sur l'aspect où les Bucks, il n'y a pas de defensive ball, il n'y a pas de tissu liant connecteur dans cette équipe. Et j'ai l'impression qu'on réduira plus tard l'échec de ces 2 ans décevants à Milwaukee des Bucks à ah ouais, mais le fit Lillard n'a pas marché. Alors que pour moi, le fit, il y avait aucune question. Et c'est pas le fit qui a pas marché. C'est un peu tout ce qu'il y avait autour et qu'il arrive dans une équipe en fin de cycle. Et ça me rappelle un peu la réécriture historique qu'il peut y avoir sur le projet des Nets avec Kyrie. Oui. Ils disent que, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était un échec total, alors que ils ont laminé Boston. Enfin, le premier tour face à Boston, c'est incroyable. Le niveau de jeu offensif de cette équipe-là, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Quelle est donc ta 5e stat du jour à nous présenter pour ces Bucks 2025? Moi, ma dernière stat du jour, ça va être 7. Le nombre de saisons consécutives où Giannis finit dans le top 4 MVP à moins de 30 ans. C'est, pour moi, enfin, on est en train de voir quelqu'un qui va se placer dans les plus grands de ce sport à la fin de sa carrière. C'est déjà le cas, non, je pense? Ouais, mais il monte. Il a 31, quelque chose comme ça. Draft 2013, il doit se faire drafter à 19-20 ans, donc ouais, 31-32 peut-être, je dirais. Donc s'il joue encore, alors peut-être qu'il aura pas 3 années de plus, il va pas faire 10 All-NBA First Team consécutifs normalement. Enfin, peut-être qu'il fera pas ça. Mais s'il fait ça, on est quelqu'un qui est vraiment dans le gratin, mais vraiment le gratin du sport que l'on est en train de voir. Et comment tu vois un peu la situation future pour lui? J'ai un peu blagué sur un trade parce qu'apparemment Shams s'est réveillé, mais je suis pas sûr que ça arrive cet été. Je sais pas, peut-être que si. Ce serait cool d'ailleurs. Mais comment est-ce que tu vois un peu la suite? Parce que là, ça semblait être un peu maintenant le moment idoine pour l'échanger côté Bucks, mais j'ai l'impression que les proprios ont pas voulu tourner la page, faire du tanking et repartir de zéro. Mais là, il avait encore 3 ans de contrat parce qu'il y avait une player option, mais 3 ans de contrat, c'était maintenant qu'il fallait échanger et cash out, quoi, voir le maximum d'assets. J'ai l'impression qu'ils ont pris la direction opposée de non, on fait un all-in, on coupe Lillard pour se libérer 5 millions de plus dans le cap pour signer Miles Turner, ce qui est un peu ridicule, mais comment tu vois un peu le futur à Milwaukee? Je pense que, par exemple, par rapport aux Bucks, j'ai pu lire pas mal de choses sur les Bucks comme quoi ils ont l'un des pires futurs de la NBA. Sauf qu'ils ont Giannis. Et que Giannis a énormément de valeur et je pense qu'ils ont entre guillemets, ils sont conscients qu'un tel joueur, c'est un joueur tous les 100 ans. Tu vois, c'est ce type de joueur-là, t'en as pas donc ils font le maximum pour le garder. Je pense que Giannis, sur la fin de sa carrière, enfin pas sur la fin de sa carrière, mais d'ici l'année prochaine, il y a toutes les équipes qui ont des assets vont s'armer. On va être, je pense, un nouveau crépuscule entre guillemets, un nouveau de la ligue. Il y a avant quelque chose qui va se créer on voit pas mal d'équipes se placer, notamment pour la Free Agency 2027, qui commence à libérer du cap space, des choses comme ça. Et on va avoir, tu vois, les anciens projets qui vont commencer à chuter, où il y aura du désespoir, et les nouveaux projets émergents qui vont commencer à plafonner. Ouais. Et si on regarde par exemple où les assets de la ligue aujourd'hui sont distribués, la majorité des assets sont à l'ouest. Il n'y a pas photo. Quand tu vois les projets émergents, tu vois les pics qu'ont acquis OKC, les pics qu'ont acquis le Jazz. Alors tu as les pics des Nets que les Nets ont, mais bon, ça c'est une autre histoire parce qu'ils partent de beaucoup plus loin. Tu as les Rockets aussi. Et en fait, je pense que Giannis, quoi qu'il arrive, je pense que c'est un joueur qui qui sera dans des équipes hyper compétitives jusqu'à potentiellement ses 35-36 ans. Je sais pas où est-ce qu'il ira. Je pense qu'il quittera les Bucks d'ici 1 an ou 2. Je pense que l'année prochaine, il y a plus. Je crois pas à la théorie du gap year vendu cette saison. Je pense que voilà, pour moi, c'est la dernière saison de Giannis sous le maillot des Bucks cette saison, avant qu'il soit transféré ailleurs dans un projet compétitif. Bah oui, parce qu'il peut être free agent en 2027. Donc
Donc en fait, bon, il a une player option pour 28, mais je pense qu'il la prendra pas. Il aura 33 ans à peu près. En 27, je crois. Donc c'est le moment d'entrer le plus tôt possible en free agency pour signer un dernier gros méga balèze contrat. Donc c'est un peu l'idée. Mais tu vois, par rapport à ça, c'est vrai que si tu l'échanges avec à peine 6 mois de contrat, Giannis, c'est Giannis, hein, on est d'accord. Mais est-ce que t'auras 10 pics pour Giannis si le mec est en fin de contrat, quoi. Je pense que plus tu l'échanges tôt, plus tu peux sécuriser un retour intéressant en jeu, à mon avis. T'as pas besoin de 10 pics, hein. T'as pas besoin de 10 pics, hein. Si on regarde par exemple, il y a eu des rumeurs sur Giannis potentiellement aux côtés de Victor. Ouais. Beaucoup de gens aimeraient voir ça. Moi aussi. Giannis aux côtés de Victor, par exemple, notamment pour par exemple concurrencer potentiellement le projet de KC plus que Giannis à Houston. Bah tu vois par exemple, de point de vue asset, tu peux avoir ce que tu veux globalement. Et dans le sens où tu vois, c'est pas pour moi, tu vois, la valeur du package est en fonction la valeur du package est déterminée par celui qui le reçoit, c'est-à-dire que peut-être que pour les Bucks avoir des picks, attention, on va mettre de gros guillemets. On a vu ce qui s'est passé en février dernier. Parfois, certaines franchises ou certains propriétaires forcent la main à leur GM pour échanger un joueur compétitif contre un joueur compétitif. Soit, dans le cas de Giannis, je pense que tu vois au niveau des Bucks, dans le cas si tu vois par exemple, il doit partir, vu les trésors de guerre qui ont été accumulés par rapport à des franchises qui pourraient être désespérées, ils peuvent avoir et les joueurs et les pics. Oui, puis en plus avec la nouvelle free agency entre guillemets, on voit que tu peux échanger un mec qui est en fin de contrat, mais le prolonger en interne, prolongation vétéran en interne. En fait, le mec va jamais en free agency. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé avec Doncic au final. Alors qu'auparavant, il n'y aurait pas eu cette prolongation en août 2025, il serait entré sur le marché en 2026. Exactement. Je pense. Donc il y a ça aussi. Mais ouais, et pour le côté prime, tu vois, donc j'ai vérifié, il a à peine 30 ans. Alors bientôt 31 en décembre, le 6 décembre. Il est de 94. Mais je pense qu'on a au moins au grand minimum 3-4 ans de méga prime. Après peut-être il y aura un prime un peu plus All NBA second team ou third team plutôt que first team. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire? T'as dit on aura plus un méga prime, on aura un prime voilà plus All NBA second team ou first team. Bah ça ouais. il y a des joueurs qui sont Hall of Fame qui n'ont pas fait plus de joueurs qui doivent pas avoir fait 4-5 All NBA second team. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non mais il y a un peu ce côté, tu sais, comme un peu LeBron qui était All NBA automatique pendant je sais pas combien d'années. Oui, et là depuis 2-3 ans, c'est pas first team automatique, mais c'est quand même dans les All NBA team, quoi, tu vois. T'es pas top 1 ou top 3 NBA, mais quand même, quoi, t'es quand même top 10 ou top 20. Donc, je pense que c'est un peu ça. Et le fait est que on a une génération qui est assez exceptionnelle, tu vois. On a connu la génération qui va malheureusement partir en retraite bientôt, là, LeBron, tout ce qui est Harden, Durant, Curry, etc. Oui. Mais là, des Giannis ou des Jokic. Je pensais à ça parce que quand tu dis 7 fois sur le podium du MVP, ou c'est quoi la stat exactement? 7 saisons consécutives dans le top 4 du MVP. Top 4, voilà. Bon, il se trouve que là, on a pareil, un mec qui fait pareil à l'ouest, cette fois-ci sur la décennie, qui pour l'instant est à 5 MVP sur 5 sur les dispos. Est-ce qu'il fera les 10? Ça, c'est dans le monde parallèle où Colomboigny a aussi mis le but. Ah là là, arrête, tu me fais mal là maintenant. Non, mais effectivement, c'est aussi l'intérêt. Enfin, moi je le rappelle à chaque fois, mais Giannis c'est un mec c'est pour ça que tu draftes des mecs à potentiel très tôt. et Giannis c'est le ticket de loterie, quoi, le ticket de loterie gagnant, parce que t'as drafté un mec qui avait des mensurations physiques énormes et qui a développé un joueur de basket derrière, quoi. Donc, mais ça arrive une fois sur 1 million. Mais quand ça t'arrive, t'es content, quoi. Donc ouais, ce qui est un peu désolant aussi, c'est que Lillard c'est la blessure, c'est un peu triste. Mais là avec Giannis, on sent que Milwaukee n'aura pas les reins, et d'ailleurs ne l'a pas depuis 2 ans déjà, pour être assez bon, construire une équipe assez bonne pour que la belle histoire se prolonge, parce que voilà, c'est un mec qui est en 2e division grecque. Quand Jonathan Givony va le scouter, donc le mec de Draft Express va le scouter, le met en lumière, etc. Alors les scouts professionnels le connaissaient bien sûr, mais il y a un peu ce côté belle histoire avec Milwaukee, très attaché à Milwaukee.
ça me paraît impossible qu'ils finissent à Milwaukee maintenant. C'est un peu dommage, mais parce que là, les Bucks sont bien en fin de cycle, donc. Tu penses qu'il y a aucune chance qu'ils fassent un peu une dork, qu'ils se disent bon, même si l'équipe n'est plus compétitive, il reste là? Tu penses qu'il y a aucune chance que ça arrive? Non, il y a jamais aucune chance, mais même pour lui, en plus, ce serait bien qu'il soit ailleurs, quoi. Je pense, hein, parce que pourquoi Milwaukee aurait une meilleure équipe, tu vois, dans 2 ans, et pourquoi ils l'ont pas eu cette année, quoi. Niveau A7, ils sont un peu courts, niveau cycle, ils sont en fin de cycle, donc ouais. Et ils sortent aucun joueur à la draft, malheureusement pour eux. Bah pareil, ils ont échangé un mec de 19 ans, 20 ans, je crois. Tu joues le titre. Exactement, tu joues le titre et tu draftes un mec de 19 ans qui est pas prêt pour la NBA pour au moins 2-3 ans. Bon, merci le front office, quoi. mais ouais. Ma 5e stat du jour, moi, de mon côté, pour terminer, je vais partir sur moins 5,4. Est-ce que tu sais ce que c'est moins 5,4? Non. C'est de la perte d'efficacité au panier de Brook Lopez. Hey. Brook Lopez, cette année, à peine moins 5,4 de perte d'efficacité infligée au panier. Lorsqu'il est proche du panier, on parle de protection de panier. 16e parmi les gros volumes de NBA. Donc c'est pas cata, hein. Moins 5, c'est quand même cool, hein. C'est quand même très cool. 16e parmi les gros volumes à plus de 5 tirs défendus par match autour du panier. Et si on augmente le curseur à au moins 7, il fait partie de cela. Il n'y a pas beaucoup, il y a que 10 joueurs NBA qui ont défendu au moins 7 tirs au panier par match en NBA. En 2025, il est 5e sur 10. Donc tu vois, il est dans la moyenne, en fait. Et c'est un peu l'idée, c'est que on a enfin acté le déclin, je pense, physique et donc de niveau aussi défensif de Lopez. L'an passé, on se disait, mais c'était peut-être pas que le déclin. L'an passé, il y avait un peu l'expérience de le mettre en edge, plutôt le monter haut sur les écrans plutôt que le laisser en drop, donc très bas par rapport au niveau de l'écran, en laissant venir le ballon, etc. Face au jeu, un peu le truc où il était élite. Mais pourquoi je parle de ce chiffre? C'est parce qu'on a vraiment le côté, pour moi, où cette saison a acté la fin du Lopez titulaire. D'ailleurs, il est parti signer pour un rôle en sortie de banc aux Clippers. Mais je peux te dire les chiffres, hein, depuis son arrivée aux Bucks. Moins 10%, moins 16%, moins 12%. Ensuite, en 2022, il joue pas, donc on met de côté. En 2023, de nouveau, moins 13%. Et l'an passé, moins 8%. Et le moins 8%, comme dit, c'était... est-ce que c'est déclin? Est-ce que c'est tactique? Ou est-ce que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'était quand même à moins 8. Et moins 8, on devait encore être top 8, top 10, largement, quoi. Donc en fait, c'est un mec qui a toujours été, depuis l'arrivée de Bud, je caricature, toujours été top 5. Voilà, top 5, voire même top 3, voire même top 2 meilleur protecteur de panier de NBA. Et là, on a une chute un peu de niveau de jeu. Donc c'est assez notable. Pour le coup, j'en profite aussi pour revisiter un débat. Est-ce que, alors non pas que je veuille avoir raison, mais dans ce débat, oui. Le débat de Giannis versus Brook Lopez. Finalement, qui, au final, était le joueur le plus important, le défenseur le plus important de cette équipe? Tu sais, ça a été un débat, notamment autour de 2020, quand cette équipe est fabuleuse en 2020. Ils ont une défense historique. Ils font tous les deux top 2 à un moment au DPO. C'est Giannis qui gagne. Exactement, Giannis le gagne. Et moi, j'avoue que j'étais plutôt côté Lopez pour dire, en tout cas pour dire l'écart était pas aussi grand que les gens voulaient bien le dire, je pense, parce que Giannis c'est un peu un côté sexy avec l'attaque déjà, donc c'est un meilleur joueur, donc meilleur statut veut dire que tu vas être un peu mieux vu, et je pense que ça devait jouer pour certains là-dedans. Il y a un côté aussi polyvalence, il plus de switch, plus de rôle défensif, etc. Et donc ça faisait dire aussi, il sait faire plus de choses, il est meilleur. En l'occurrence, non. Je sais pas moi. Tu vois, je préfère un Ja Morant qui sait faire que le drive plutôt qu'un Jordan Crawford qui avait un peu le drive et le pull-up. Tu vois, par exemple, faire plus de choses ne veut pas dire que la valeur finale est meilleure. Bon, je caricature un peu, mais ce débat existait à l'époque. Et d'un côté, t'avais Lopez qui était l'encre défensive, qui était en drop, qui permettait un peu de sécuriser la raquette et qui permettait de déployer off-ball en safety sans responsabilité, mais en safety, en bonus dans l'action. Giannis, en ce côté balayage en deuxième rideau. Il était génial et donc là, le combo était parfait pour le coup, et finalement tu te dis mais comment est-ce qu'on arrive à départager la valeur de l'un et de l'autre, quoi. Au-delà du fait que voilà, Giannis est plus athlétique et sait faire plus de choses, il sait switcher, mais c'est pas parce qu'il sait switcher qu'il apporte plus de valeur, surtout dans ce système en drop où tout partait du drop. Et donc on fait le bilan de ce débat Deep Boy 2020, mais plus globalement t'as compris sur l'intégralité du cycle. 2025, Brook Lopez est nul. On l'a déjà dit, hein, on vient de le dire, il est pas aussi bon qu'avant. Nul, j'exagère, on est d'accord. Lopez est un peu moins bon. Il est bien moins bon, mais ça reste un protecteur de raquette très bon. Lopez est moins bon en 2025. Tom, les Bucks sont aussi moins bons. Ils sont assez moyens en défense. Ok. 2022, Lopez était blessé.
qu'ont fait les Bucks durant cette année. Ah bah tiens, ils avaient une défense moyenne. Moyenne, et pas du tout top 1, top 3, top 4. Ok. Et du reste, en saison 2019, 2020, 2023, Lopez était au pic de sa forme, dans ce schéma de drop qui dépend beaucoup de lui et les verrouillages de la raquette. Ah bah tiens, c'est les années où Milwaukee est élite en défense, premier et quatrième. Et reste ensuite l'année 2021, un peu au milieu de tout ça, où Lopez est très bon, mais c'est l'année, tu sais, où les salles étaient vides, post-Covid, et en fait, les Bucks qui avaient l'habitude de protéger la raquette et de concéder beaucoup de 3 points, l'année où tout le monde mettait les 3 points, ils ont pris une sauce incroyable, donc voilà, un peu anomalie. Mais tu vois, pour le coup, il y a un peu ce côté, à quel point est-ce que l'écart était beaucoup plus réduit entre ces deux sur l'importance de Lopez comparé à Giannis. Aujourd'hui, je suis pas là pour dire Lopez était meilleur, mais l'importance pour moi était peut-être plus proche que ce que les gens pensaient, parce que ce qui permettait de déployer Giannis dans son meilleur rôle, un peu en safety, en libéraux et donc en balayage de panier, bah, c'était le fait qu'on avait une encre défensive qui était assez incroyable. Et ne serait-ce que par ça, pour l'identité défensive, mais aussi par le simple fait que très basiquement, il défend plus de tirs, au panier notamment, mais plus de tirs en général. Donc, si tu défends plus de tirs, tu peux affecter le jeu beaucoup plus. Donc, l'importance était peut-être meilleure. La valeur sportive était peut-être meilleure côté Lopez. Au final, s'il défend 7, 8, 9 tirs par match plutôt que Giannis qui en défendait à peine 4 ou 5, quoi. Même pas moins de 5 parfois. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu penses de mon revisitage de tout ceci, ou est-ce que je suis trop hot take? Non, je pense que c'est bien vendu. Je pense que voilà, c'est les fameux scénarios où, par exemple, tu as Brook Lopez qui défend l'équipe, là où Giannis défend les actions. Et en fait, c'est ça où, et c'est quelque chose qui a perduré avec le temps, où la consistance, entre guillemets, de Brook Lopez est beaucoup moins sexy que les hauts et le potentiel que peut montrer Giannis. En fait, c'est peut-être plus ça, hein. Ou encore une fois, hein, la défense, c'est aussi beaucoup une histoire de choses qui n'arrivent pas. Mais voilà, les choses qui n'arrivent pas sont difficiles à quantifier. Et quand les choses arrivent, c'est Giannis que tu vois. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Oui, tu remarques beaucoup plus le contre spectaculaire de Giannis plutôt que tiens, Milwaukee a concédé 15 tirs à mi-distance parce que Lopez a bloqué le panier. Exactement. Non, mais exactement, c'est exactement ou ça. comme tu dis, les 20 lancers francs qui ne sont pas arrivés parce que Lopez est génial en protection de panier sur le drop et il a verrouillé le panier. Donc ouais, bon, encore une fois, c'est pas pour dire il était meilleur que Giannis, mais honnêtement, pour moi, la valeur était quand même extrêmement c'était beaucoup plus proche que ce qu'on pouvait dire à l'époque. Je pense. Et tu vois, au final, si on fait alors j'essaye de le faire en même temps, donc ça va prendre un peu de temps. Mais en plus, il y avait ce côté génial par rapport à Lopez non seulement c'était un protecteur de panier génial dans ce drop qui permettait d'avoir cette identité défensive, mais en plus le 3 points derrière. C'est-à-dire que Giannis est aussi à un niveau MVP ou l'NBA First Team parce qu'il est optimisé en 2019 avec Bud, une attaque aérée, mais l'attaque est aussi aérée parce que t'as un poste 5 qui shoot. Et ce qui est aussi marrant, c'est de voir que le shoot de Lopez, pas toujours respecté et pas toujours à 40%, hein, mais c'était quand même juste assez, on va dire. Et de l'autre côté, je pense qu'on a aussi un échantillon assez gros de matchs où il n'y a pas Lopez, il y avait Giannis. Et on sait que finalement Giannis, entre guillemets, en pivot, ça avait quand même des résultats beaucoup moins bons que Giannis à côté de Lopez, ou même que Lopez parfois tout seul, quoi. Donc j'avoue que c'est un peu mon cheval de bataille depuis quelques années. Et je sais que je suis un peu à contre-courant, mais après pour le dernier point, les deux choses qu'on pourrait te rétorquer. La première, c'est faut pas oublier la navigation d'écran de Jrue Holiday aussi sur le fait que le porteur de balle entre guillemets. Et Bledsoe. Ou Eric Bledsoe, qui était plutôt solide défensivement. Et l'autre chose qu'on pourrait te rétorquer sur l'aspect Giannis pivot, c'est le niveau des joueurs intercalés, quoi. Mais d'ailleurs, je suis allé voir les chiffres, donc les Wowi, with or without you, tu vois, depuis donc sur ces 6 dernières années. Comme ça, on a un échantillon qui est assez énorme. Avec les deux ensemble sur le terrain, 108 de defensive rating, 108 points encaissés par 100 possessions. Génial. Avec que Giannis 111 et quelques, avec que Lopez 112, donc à peu près pareil. Et quand les deux n'étaient pas sur le terrain, c'était moins bon. Mais voilà, j'insiste un peu là-dessus parce que il était moins sexy, mais qu'est-ce qu'il était fort. Et pareil, il y a une différence pour moi entre la valeur, on va dire, théorique ou intrinsèque d'un joueur et le rendu de facto dans tel schéma. Oui. Et pour moi, Giannis est évidemment un meilleur défenseur, un peu dans une théorie plus
plus globale, dans le sens où Giannis, il peut prendre beaucoup plus de rôles en défense, de off-ball, sur l'aile, tête de raquette, etc. On-ball aussi, et surtout, il pourrait briller dans beaucoup plus de schémas. Donc ça, quand tu évalues un profil en prenant en compte le fait qu'il y a plusieurs scénarios possibles, bah oui, Giannis est meilleur parce que il peut jouer en switch, il peut jouer en safety, il peut jouer parfois en pivot de edge, etc. Alors que Lopez est plus limité. Donc la valeur théorique de Giannis est plus grande pour moi de par cette polyvalence. Mais dans ce schéma qu'ils ont joué pendant X années, je trouve que Lopez était quand même assez important. Donc voilà, on va dire l'œuf ou la poule. Ouais. Qu'est-ce qui est meilleur, le mec qui fait l'action ou le mec qui permet que l'autre larron fasse l'action? Oui, c'est ça. Exactement. C'est un peu l'idée. Oui. Voilà, fin de cycle à Milwaukee pour Brook Lopez, qui aura été un des cycles les plus inattendus et les plus plaisants, je trouve, parce que souviens-toi quand il est aux Lakers, avant de rebondir aux Bucks, si tu m'avais dit on va avoir 6-7 ans de défense d'élite et en plus un 3 points, on n'y aurait pas cru. Je crois que en plus aux Lakers, il signe, je crois, pour la biannuelle ou quelque chose comme ça. Et puis après, il arrive chez les Bucks et on a un Brook Lopez transformé, quoi. 3 points, grosse défense, alors pas du tout de périmètre, mais encore une fois, dans une ligue de drop, on va insister là-dessus, hein. Être grand et jouer grand et pouvoir faire ce que Brook Lopez a fait en étant entre guillemets un peu pâteau. Mais voilà, on va dire que dans la défense en NBA, quoi qu'il arrive, le joueur le plus important restera l'intérieur, ou du moins le plus haut, tout simplement parce que c'est vers lui que toutes les actions convergent. C'est un peu autre analogie que je viens de trouver, c'est un peu Draymond Green a aussi de la valeur en attaque parce qu'il permet que Curry soit génial en off-ball, sans le ballon, tu vois. Alors que en fait, sans Draymond, non pas que Draymond fasse des passes incroyables en soi, il fait des bonnes passes, mais la capacité à tenir la balle, à dribbler, à être initiateur d'attaque et de trouver Curry off-ball sur des bonnes lectures, ça a de la valeur. Parce que quand tu prends l'époque de Mark Jackson, Jarrett Jack qui avait ce rôle-là avant, mais il est parti. Époque Jackson, il y a un peu un trou. En 2014, il y a plus que Curry en porteur de balle. Et en fait, on a une version de Curry qui est beaucoup moins intéressante qu'ensuite quand Draymond Green explose, Livingston arrive, Iguodala aussi, etc. On avait une saison 2014 où Curry était un peu plus porteur de balle traditionnel. Donc il y a aussi là-dessus où tu vois Draymond a un peu de la valeur offensive parce qu'il permet de déverrouiller totalement le Curry off ball, un peu pour moi comme Lopez par rapport à Giannis. C'est un peu cette idée-là, sachant que c'est pas que ça permet de servir l'autre. Il a été pendant 6 ans, 6 des 7 années, un des top 5 protecteurs de panier de NBA, quoi. Donc ouais, c'était quand même assez génial. On a fini nos 5 stats chacun. Est-ce qu'en bonus, il te reste des joueurs ou des stats à aborder en fin de podcast? Alors oui, quelques joueurs en bonus. Je pense qu'on peut pas faire cet épisode sans le mentionner. 534, c'est le nombre de minutes jouées par Chris Middleton pour les Bucks cette saison. Voilà, c'est un joueur moi que j'aime beaucoup. Je sais que toi aussi tu l'appréciais vraiment, l'éternel sous-côté. Hein. On n'oubliera pas justement les finales de conférence où sans Giannis, il arrive à porter les Bucks grâce à son shot making et voilà, qui est définitivement quelqu'un qui aura son maillot retiré là-bas et un personnage très important. Et je trouve ça triste en fait d'échanger ce joueur-là contre Kyle Kuzma. Oui, après qu'est-ce qui était plus triste, c'était ça ou le fait ou son niveau de jeu et son état de santé, parce que c'était aussi assez inquiétant, quoi. C'est quand la dernière très bonne saison de Middleton justement, c'est 22 je dirais, 2022. Quelque chose comme ça, oui. Quelque chose comme ça. Il avait 30 ans à peine à l'époque, quoi. Et depuis il galère sur les blessures. 2023 il fait 33 matchs, 2024 il est là, mais on sent que c'est quand même un peu. Mais c'est que du shot making après, tu vois. Après c'est que du shot making. Ça bouge ni en attaque ni en défense, quoi. Ça reste tout droit et et ça shoot. Et là, c'était un peu triste. Mais souviens-toi aussi, à l'époque, on se disait, parce que Kuzma, je sais pas si t'as des stats sur lui, tu vas en parler aussi, mais Kuzma, joueur assez catastrophique parce que beaucoup de ballons, pas efficace, pas trop de passing, pas trop de défense, etc. Mais au moment où le trade se fait, moi, je me dis, c'est un trade qui permet de repasser sous le second apron. Oui. Donc, ils se donnent de la flexibilité pour éventuellement faire des trades où ils peuvent inclure plusieurs joueurs. Et donc, en gros, moi, je me disais, non, mais ça peut pas être ça le move. Oui, pour moi, le move, c'est pour descendre sous le second apron, repasser dans le premier et pouvoir faire un autre move avant la fin de la deadline de février. Et en fait, non, c'était pas arrivé et on est juste resté avec Kuzma, quoi. Oui. Et franchement, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup voir jouer. Et franchement, Kyle Kuzma, encore une fois, s'il y avait une définition de la confiance irrationnelle, en tout cas l'an dernier en NBA, ce serait Kyle Kuzma. Parce que déjà, quand tu vois ce qu'il a produit, franchement, ce qu'il a produit
quand il était un Wizard sur le début de saison qu'il a joué avec les Wizards, à quel moment tu peux, entre guillemets, te convaincre que ce joueur-là va être une bonne addition pour toi? C'est inconcevable. À moins que ce soit le désespoir des capacités athlétiques et de la taille. Sauf que Kyle Kuzma, c'est un joueur qui joue plus petit que sa taille. Tu vois, on en a parlé pour Memphis, les joueurs qui jouaient grand et tu vois, en côté, le côté intérieur de périmètre. Ben, Kyle Kuzma, c'est plus un intérieur de périmètre qui n'est pas bon. Ouais, puis ou alors c'est peut-être le front office qui voulait faire un bingo total de ah tiens, il est pas bon en defensive ball, il est pas bon en passing. C'est cool, c'est notre équipe ça. Ça colle parfaitement. Non, ouais, c'est un peu dommage. Quoique, on avait fait beaucoup de critiques au moment du trade. Il a fait quelques premiers matchs aux Bucks. On s'est dit, ah tiens, il y a du cut, il y a de la défense. Mais c'était contre les Pelicans. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. L'adversité, voilà. Alors, quand le niveau s'est relevé, il y avait plus de Kyle Kuzma. Hein. Mais effectivement, donc fin de cycle avec Middleton et fin de cycle avec Lopez et fin de cycle avec Giannis peut-être bientôt. Oui. C'est la fin d'une équipe. Stat bonus que j'avais moi, c'était 39,5. C'était le pourcentage à 3 points de Andre Jackson. Hey. Très simple hein, pour deux aspects. Premièrement, attention, c'est sur un petit échantillon, à peine 76 tirs tentés en 67 matchs. Autant dire que non seulement l'échantillon est petit, mais presque le volume est plus représentatif du niveau de shooter que le pourcentage. Parce qu'en fait, prendre aussi peu de 3 points montre à quel point c'est justement un non-shooter. Donc c'est paradoxal. Dans une équipe qui en prend autant. Exactement. Et cela dit, ce qui est intéressant, c'est que on a vu une défense de très bon niveau. Bah d'ailleurs, la fameuse finale de la Coupe de la Ligue contre OKC, il est génial hein, sur HDA en premier rideau. Ça plus le côté connecteur, c'est quand même un des seuls mecs de l'effectif qui en termes de cut off ball, on parlait de ce tissu liant, lui est là-dedans, je trouve. Il est quand même assez cool pour faire les cuts, faire l'extra pass, le connecteur quoi, pour le coup. Donc c'est aussi pour ça que je me demande. Point de bascule, le shoot peut-il être pour de vrai, le shoot peut-il être viable en fait, parce que mine de rien le 39% est trompeur. Tu dis ah ouais d'accord il s'est shooté et en fait non, tactiquement en match il est largement abandonné par tout le monde. Tu mets le pivot adverse sur Andre Jackson et tu dis bah vas-y aide au panier et tu t'en fiches de Jackson quoi. Donc le 3 points n'est pas là au final. Donc point de bascule pour Jackson que mine de rien j'ai quand même pas mal aimé cette saison. Très solide encore une fois hein, c'est un joueur qui amène de la vie. Alors Kevin Porter Jr. aussi dans son style hein. Kevin Porter Jr. aussi a amené un petit peu de souffle de vie dans son style, mais vraiment dans le côté role player, voilà, les capacités athlétiques, du dynamisme, de la projection et surtout voilà quelqu'un qui est fort sur le point d'attaque, qui change un petit peu de ce qu'il y avait ailleurs. Tu vois quand tu voyais Andre Jackson Jr. sur le terrain, bah t'avais vraiment l'impression que voilà, c'était un joueur vraiment différent, tu vois, il allait à une autre allure que les autres, même si enfin comparé à Giannis hein, c'était l'un des seuls joueurs, voilà, c'est l'un des seuls joueurs de l'effectif qui est au-dessus du cercle hein, avec Giannis. Donc voilà, Jackson peut-être à suivre. De l'autre côté, Marjon Beauchamp, lui a été complètement liquidé. Lui, l'absence d'attaque et de shoot était peut-être un peu trop grande pour le coup, et Doc Rivers l'aimait pas. Donc voilà, il a fait jouer un peu Jackson, mais pas Marjon Beauchamp qui est parti aux Clippers d'ailleurs, je crois, dans le trade de Kevin Porter Jr. Pour Kevin Porter Jr. Et je trouve que finalement, ça a été un bon trade pour les Bucks, mine de rien, parce que tu vois, Marjon Beauchamp, on en avait parlé, et l'an dernier qu'on en avait parlé, j'avais dit que c'était vraiment l'un des pires défenseurs off-ball que j'avais pu voir en NBA. Et bah en fait, tu vois, c'est quelqu'un ils avaient prévu de ne pas le garder puisqu'ils n'avaient pas levé son option. Ouais. Et finalement, ils l'ont transféré contre un joueur qui, encore une fois, hein, le personnage hors terrain, c'est quelque chose, mais tu vois, sur le terrain, c'est un joueur qui apportait justement un peu de ball handling et un peu de vivacité à cette équipe des Bucks. Et qui apportait aussi un peu de caractère. Et au final, c'est un joueur qu'ils ont conservé cette saison. Alors, oui, c'est un joueur NBA moyen et qui est plutôt dans la moyenne basse, mais qui est bien meilleur que Marjon Beauchamp. Oui, effectivement. Autre petit jeune sympathique, j'avais noté 22,7, c'est le minutage de AJ Green, ton chouchou, que j'aime beaucoup, que j'avais dans mes All Star Team, mes équipes que je fais en début d'année là où je parie sur des joueurs un peu sous les radars et non draftés, etc. Et en fait, c'est très simple. Moi, je connais mon Doc Rivers. Tu connais tes floppy sets.
Exactement. Je sais que Doc Rivers, dans son cahier, dans son playbook, il y a des floppy sets. Et donc, je sais que Doc Rivers, il lui faut un Ray Allen, il lui faut un JJ Redick. Et là, j'ai vu AJ Green mettre quelques 3 points l'an passé. Je me suis dit, lui, c'est pour lui. Et ça n'a pas manqué. Donc, quasiment 23 minutes par match pour AJ Green, qui, bon, blague à part, un des meilleurs shooters de NBA. 43% cette année, je crois. Sur 360 tentatives avec en carrière, ça monte à 500, exactement, avec de la diversité, en plus en mouvement, etc. Et en carrière, 42 sur 500 tentatives. Voilà, je pense qu'on a, c'est acté à peu près que c'est un des meilleurs shooters de NBA, le off-screen, etc. Mais surtout, je pense qu'il a aussi joué parce que, au-delà des floppy sets, et de la blague sur ça, défensivement, c'est pas mal, et c'est sans doute beaucoup mieux que ce que certains pensent. On n'est pas classiquement sur le Bryn Forbes ou le Troy Daniels. Oui. Pour parler un peu de ta photo de profil sur Twitter. Mon gars sur Troy Daniels. Mais on n'est pas sur ce genre de shooter de élite, mais, mince, ça marche pas en défense, pas du tout. Je trouve que c'est plutôt même la bonne satisfaction, c'est que, c'est solide, quoi. Ouais, plutôt solide, plutôt intéressant, tu vois, on-ball et off-ball, alors il peut avoir, entre guillemets, on peut lui accoler l'étiquette du shooter blanc, même si, tu vois, il résiste un peu plus, tu vois, un peu à la Sam Hauser, quoi. Il est, alors. Taille un peu plus fonctionnelle, on va dire. Oui. Assez grand, assez costaud, donc ça aide. C'est ça. Après, je me demande, est-ce que tout est tellement beaucoup plus mauvais autour de lui qu'au final, tu vois, on le voit pas tant testé que ça, en fait, parce qu'il y a tellement d'autres meilleures options. Peut-être, ouais. Tu vois, c'est un peu l'anti-Steph Curry où, tu vois, pas mal de gens disaient que si Steph Curry se faisait attaquer en défense parce qu'il était mauvais, c'est tout simplement parce que tous les autres c'était élite, quoi. Oui, effectivement. Et on n'a pas parlé de Bobby Portis Jr. Est-ce que tu avais des trucs à dire sur lui? Non. Si ce n'est qu'il fait du Bobby Portis Jr. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on en a pas parlé. On est d'accord. Le classique. Bobby Portis Jr. Voilà, sortie de banc, quelques minutes en pivot, des éclairs de génie, 2 tirs rentrés et puis après 10 tirs de prix. On connaît le classique. Jericho Sims qui a fini la saison au Bucks aussi, qui a fait du Jericho Sims également. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup en parler. Mais bref, on va s'arrêter là. Tom, si tu veux bien, on a fait un bilan que j'espère assez complet sur ces Bucks. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le Basket Lab pour ce nouveau bilan 2025. Oui, merci à toi. Et puis bon courage pour la suite. On reste fidèlement à l'écoute. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Donc voilà pour nos amis les Bucks avec ce bilan 2025, mais aussi un peu avec des accents, on va dire, de fin de cycle et un bilan de un peu toute la période, notre débat sur le DPOY, sur même la défense en général entre les deux intérieurs, le côté offensif avec Giannis, l'attaque de Giannis, etc. Un bilan global, mais je pense qu'on ressent un peu de 2 ans Lillard plus Giannis, assez déçu, mais vous l'avez peut-être compris, c'est pas. Il y a aussi, à mon avis, un problème de construction d'équipe et quels profils ont été mis autour de ces deux-là. Mais voilà, un regret éternel, je pense, de ce duo qui aurait dû peut-être dominer la NBA au moins offensivement. Je le pense très sincèrement. Donc voici, on verra pour l'an prochain ou pour dans 3 mois quand Giannis sera échangé, peut-être d'ici là. Mais sinon, on va se retrouver demain pour un nouveau bilan, bien entendu. Et demain, ce sera le bilan d'une équipe qui aurait pu être championne, je pense, les Golden State Warriors. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Tom d'être passé sur le Basket Lab une nouvelle fois. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.